Nous, on a levé de l'argent, on est censé délivrer de la croissance toujours plus importante, sauf qu'en fait, notre croissance s'essouffle. Je vois tout ce que je dépense, je sais pas quand je vais être payé. Sur le papier, je suis rentable. 14 avril, en fait, j'ai plus de thunes et je dois fermer la boîte, quoi. Enfin, genre, je suis à zéro sur tous les comptes. Il faut vraiment s'écouter son gut feeling et pas écouter les avis externes. Sauf que la musique autour de moi était mais it's fine, c'est tout le monde lève dans ces cas-là, on va faire lever, t'inquiète. Tous les clients qui signent en sachant qu'ils peuvent faire zéro, c'est rarement des clients qui churnent. Parce qu'ils sont tellement préparés à ce que ce soit une catastrophe. En général, l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes. Et quand t'es en cofondateur, parfois t'es dans la descente et lui, il est dans la montée. Quand tu dois aller au resto, tu préfères une carte d'un resto qui fait que des sushis, ou tu préfères le resto qui fait des sushis, du barbecue, de la pizza, de la paella et des tapas, quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur Insubmersible, toujours en famille. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio, agence de génération de prospects sur le web. En 2023, on faisait en bootstrap 7 millions d'euros de CA. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Mouflard. J'ai cofondé un SaaS B2B avec mon partenaire Vini. On a levé un peu plus de 7 millions d'euros sur toute l'aventure et l'année dernière, on a revendu au leader mondial de la food tech, DeliverAct. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et épisode 3, d'Insubmersible en famille. On a clôturé épisode 2 sur les grosses erreurs qui potentiellement pourraient tuer votre boîte. Et on s'est dit que ça serait sympa avec Ben aujourd'hui de vous partager 99 manières de planter sa boîte. En partant d'un constat assez simple qui est que quand vous montez une boîte, dans les 2 ans, vous avez 80%, voire 90% de chances de faire faillite. On a eu la chance d'avoir passé un peu cette étape-là. Et pour le coup, c'est pas parce qu'on a passé cette étape qu'on n'a pas failli faire faillite plein de fois. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager aussi la réalité entrepreneuriale, comme d'habitude, tenter de rester insubmersible à travers diverses histoires que Ben et moi avons vécues, des leçons qu'on a tirées et aussi de tous les moments où on aurait pu faire faillite et comment on a réussi à pas faire faillite. J'espère que ça vous inspirera. On s'est donné pas mal d'idées, on va les faire au fur et à mesure et on espère que ça vous donnera encore une fois des clés de compréhension pour éviter de faire faillite dans les 2 ans si vous êtes dans cet état-là. Ben, à toi de jouer. Tu démarres avec une... Ouais, tu dis que histoire. Pour éviter de faire faillite dans les 2 ans, je pense que malheureusement, il y a plein de bonnes raisons, enfin il y a plein de moments où tu peux faire faillite après les 2 ans. Ouais. Et clairement, moi, quand tu me poses cette question, la première chose qui me vient en tête, elle s'est passée après les 2 ans. Ok. Pour remettre... bon, je pense que ça surprendra personne. Évidemment, c'est en fonction de la gestion du cash. Il y a plein de raisons de tuer, mais le cash, en général, c'est quand même le manque de cash, c'est quand même la raison numéro 1. Je vais donner un peu de contexte. On est mi-2021. Nous, on sort de la période Covid où on a connu une croissance extrême. On est quelques mois après avoir fait une levée de fonds de 3 millions. Donc, on a, pour le coup, là, pas de problème de cash. Ouais. Mais les choses reviennent à leur normale et notre market fit de produit devient moins fort. Donc, pour donner un peu de contexte, on offre un SaaS B2B pour les restaurants. Donc, on leur permet de vendre directement à leurs clients sans passer par les plateformes de type Deliveroo, Uber Eats. C'était un besoin qui était très, très fort dans une période de Covid parce que tout se passait en ligne et que du coup, le coût de vente sur Deliveroo et Uber Eats était très élevé. Et donc, le besoin d'avoir une solution alternative était très forte. Mi-2021, ce besoin est un peu moins fort. Ça rouvre. Parce que les restaurants rouvrent et que du coup, le market fit est un peu moins élevé. Nous, on a levé de l'argent, on est censé délivrer de la croissance toujours plus importante, sauf qu'en fait, notre croissance s'essouffle parce que pendant les 18 mois précédents, on a juste passé tout notre temps à juste générer de l'hypercroissance sans vraiment structurer la boîte. Et du coup, le consensus à ce moment-là, c'est de se dire il faut qu'on structure notre boîte de façon plus importante et surtout qu'on arrive à ramener des profils un peu plus seniors et à construire une équipe plus forte. Donc, le consensus, c'est d'aller recruter des personnes pour nous aider, un top management fort. À ce moment-là, pas mal d'interviews se passent, beaucoup de conseils aussi de nos investisseurs qui nous suggèrent des personnes.
Et il y a quelques profils qui se dégagent et un profil en particulier qu'on finira par embaucher sur la promesse que globalement on va continuer à faire de l'hypercroissance et on va continuer à se développer. Ouais. Donc lui arrive avec un mindset, il y a de l'argent, je vais pouvoir investir, recruter et embaucher pas mal de gens. C'est aussi la période où, après ce Covid, là, il y a une vraie bulle tech, donc tu vois plein de startups qui lèvent beaucoup d'argent. Ouais. Et du coup, la stratégie qu'on met en place, c'est de toute façon, on va faire une autre levée. On va commencer maintenant à se structurer, à investir, à recruter du monde et tout. Et donc, on passe sur une logique qu'on n'avait pas vraiment fait avant, qui était de dépenser pas mal. Sauf qu'en fait, effet de ciseau, au même moment, notre croissance s'essouffle. Et du coup, nous qui avions été toujours très précis sur notre cash burn, là, le cash burn commence à exploser. Et comme on n'était aussi pas super bien structuré, qu'on avait un challenge tu vois, même sur la partie finance, nos reporting n'étaient pas exceptionnels. Ça nous a pris du temps de vraiment comprendre la vraie nature du problème. Okay. Et je pense que 6 mois après, il était très clair que vu la croissance qu'on avait, on allait avoir du mal à refaire la levée de 20 millions, 30 millions, que tout le monde, qu'on n'aurait pas le cash. Et en même temps, on avait commencé à dépenser beaucoup. Ce qui a été, je pense, nous a amené à un moment où on allait mourir si on continuait sur cette voie-là. Donc, je pense que là, je suggère à tout le monde l'article de blog post de Paul Graham qui est Default Alive, qui t'explique comment est-ce que il faut gérer cette partie cash flow et que le pire du pire, c'est de se mettre dans une situation de default dead. Donc, ça veut dire que avec ta croissance et ton niveau de dépenses actuel, si tu continues sur la même trajectoire, tu vas dans le mur. Donc là, et nous, on était default dead. Et à ce moment-là, quand tu es dans ce moment-là, aller lever de l'argent, c'est très compliqué parce que les investisseurs, ils y croient pas, ils le savent très bien. Et ça, tu le réalises d'un coup, tu fais ton calcul financier en mode merde, en fait, je suis default dead, ou en fait, tu le découvres petit à petit. En fait, comment ça se passe le switch là-dessus? C'est une des leçons, c'est que mon intuition me disait et mon gut feeling me disait que on était très con de faire ça. Okay. Désolé pour le langage imagé, mais de continuer dans cette stratégie. Sauf que, et donc c'est aussi la leçon, faut vraiment s'écouter son gut feeling et pas écouter les avis externes. Sauf que la musique autour de moi était mais it's fine, c'est tout le monde lève dans ces cas-là, on va faire lever, t'inquiète pas. Et puis en fait, les gens te disent ce que tu as envie d'entendre. Donc quand tu dis ça, éventuellement tes investisseurs, tes advisors, les gens à qui tu vois. Mais eux, quand tu leur dis je suis default dead, c'est ouf, parce que s'ils ont cette logique-là et que tu leur dis regarde, je suis default dead, les mecs ils te disent quand même c'est fine. C'est là où c'est le monde dans lequel on était à ce moment-là était incroyable parce que il y avait beaucoup de startups qui levaient de l'argent. Et en fait, le fait d'être default dead, aujourd'hui, tu te dis, putain, mais tu pourrais jamais lever de l'argent. Mais à l'époque, il y a toujours quand même pas mal de startups qui arrivent à lever de l'argent en étant dans cette situation-là. Et donc, du coup, ça nous a amené à un moment, quelques mois après, de devoir faire ce qui est probablement le moment le plus dur quand tu as une compagnie, c'est de devoir laisser partir beaucoup de gens de la boîte parce que pour sauver ce qui peut l'être, quoi. Ça, c'est nécessaire, il n'y a pas d'alternative, quoi. Quand les choix que tu as fait en termes d'investissement et peut-être de positionnement de produit de ne pas les résultats et que la croissance que tu as imaginée n'arrive pas, il n'y a pas d'autre résultat, il n'y a pas d'autre solution que de cut. Et donc ça, leçon, c'est écouter son gut feeling, surtout pas investir en prévision d'une autre levée ou de paramètres extérieurs. Et 3, on reviendra sur la partie recrutement, mais faire très attention sur la partie recrutement. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis globalement, j'avais 3 millions et tous les VC, etc., me disaient c'est fine, même si j'étais default dead. Moi, tu connais mon côté bootstrap, etc. Vas-y, maintenant, je te pose la question. Tu avais quand même les 3 millions, mais c'était tes 3 millions à toi que tu avais durement gagné.
Est-ce que tu penses que si les invests, ils n'avaient pas existé et qu'il y avait que Vigne et toi à la tête de la boîte, ça aurait changé quelque chose ou pas? Ou tu aurais quand même fait ce move? Avec ces 3 millions? Ouais. Imagine, Chatfood, t'avais pas d'invest, tu avais cash 3 millions en bénéf suite au Covid. Puis là, tu te disais, vas-y, ça réouvre, il faut que je réinveste, j'ai envie d'accélérer. Non, alors, Parce que bon, là, t'as l'air de- c'est toujours plus facile de dire, tu vois, avec le recul. Mais c'est, comme je te dis, ma leçon, c'est que j'aurais dû écouter mon gut feeling parce que je pense que si, Oui, mais là, tu l'as pas écouté à cause ouais, des invests. Donc, je ne dirais pas à cause des IVS, mais c'est vrai que l'idée, c'est que quand tu lèves de l'argent, il faut que tu accélères. Mm. Et clairement, on n'était pas dans une position d'accélérer. On aurait dû retourner sur nos bases, Ok, retravailler notre market fit ok. pour refaire un market fit très fort et ensuite pouvoir réaccélérer. Et là, on a essayé d'accélérer alors que le market fit était en train de se casser la gueule. s'essouffler. Ouais. Et donc, je ne dis pas que c'est la faute des invests, Ouais. mais c'est ma faute à moi de pas avoir été assez clair auprès des invests en disant, les gars, vous m'avez donné de l'argent sur cette promesse, sauf qu'en fait, les paramètres ont changé et qu'aujourd'hui, ce que je pense, la stratégie, ça doit être d'attendre un peu, d'être plus, de prendre plus notre temps parce qu'il faut qu'on comprenne mieux le marché. Et là, donc, je pense que c'est une bonne leçon, c'est aussi de devoir être très clair avec les évolutions du marché. Et probablement que j'ai été trop dans le sens des invests. ouais, ou peut-être pas assez fort en termes mental pour pouvoir expliquer aux gens que les paramètres avaient changé et que Ça, tu penses qu'il l'aurait... Est-ce que je pense qu'il l'aurait compris. entendu ou Je pas? pense qu'il l'aurait compris. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Tu vois, si c'était la stratégie sur laquelle on était, on pensait qu'on avait globalement suffisamment de data pour montrer ça, je pense que oui, il l'aurait compris. Enfin, globalement, bon, il l'aurait compris. Et s'ils le comprennent pas, ça veut dire quoi en fait? Parce que je me demande, tu vois, je me mets comme moi, j'ai jamais eu affaire à ce genre de, tu vois, d'invest. Enfin, tu vois, ça peut arriver que peut-être vous soyez pas d'accord et qu'ils te poussent à la croissance à tout prix et qu'ils te disent non mais Bah, arrête de faire le lâche et vas-y. Ou... ça dépend je pense que ça dépend de la structuration que tu as fait de ta levée. Dans notre cas, on avait encore suffisamment de pouvoir en termes de vote, de board et tout. Ok. Donc, de toute façon, ils puissent pas nous. Par exemple, l'une des solutions à laquelle tu peux peut-être penser, c'est OK, on va enlever ces gars-là et on va mettre d'autres gars à la place qui veulent faire la stratégie à laquelle on pense. Dans notre cas, c'était pas possible. Et dans la majorité des cas, globalement, early stage en startup, tu arrives quand même à être suffisamment protégé pour. Ok, mais du coup, ça peut être une erreur qui aurait pu en découler. C'est, tu dis que tu avais une structure de droit de vote ou de prise de décision qui te permet, toi, en tant que CIO ou probablement avec Vinny, tu vois, de garder le contrôle et en fait de dire fuck you aux invests, c'est ma vision de boîte et on est defaulted et on fait comme ça et t'as pas ton mot à dire, t'avais qu'à pas investir. Ça aurait été quoi la structure capitalistique globalement? Ou ça aurait été reverse et il t'aurait dit non, mais c'est moi qui décide en tant qu'invest et c'est toi qui exécute. Alors, si tu veux, on peut rentrer un peu dans les détails, mais en restant un peu simplifié. Globalement, quand tu es aux alentours d'une série A, c'est là où tu commences à mettre en place un board. Ok. Et le board vote sur les grandes décisions de la boîte. Et donc, souvent, enfin, nous, dans notre cas, on avait 3 sièges au board. Il y en avait 2 qui étaient par les cofondateurs et 1 qui était par notre investisseur lead. Donc, globalement, on était sûr que les décisions, on pouvait les prendre. Enfin, on aurait la majorité des décisions. Évidemment, si tu as un board, par exemple, de 5 personnes et que tu as les 2 cofondateurs et 3 autres personnes, du coup, là, il peut y avoir des décisions qui sont prises au niveau du board. Qui peuvent être plus élevés que d'autres. Alors après, tu as plein de détails et tu peux aller dans plus de complexité. Mais en général, au niveau de start-up aux alentours de série A, ça reste quand même des structures qui sont un peu plus simplifiées et qui te permettent quand même de garder un certain contrôle. En tant que fondateur, tu gardes quand même la majorité de droits de vote. Non, c'est hyper important de... Parce que j'en sais rien, mais peut-être que ceux qui sont en train de nous écouter, qui ont envie de lever des fonds, ils n'ont pas conscience de ça et ils vont lâcher vachement prise de décision, leur porter préjudice. Souvent... T'as vu des boîtes à Dubaï ou tu vois, dans ton réseau qui ont justement, ils ont fait le move, ils ont levé des fonds, ils n'ont pas fait gaffe à ça et ils ont lâché trop de droits de vote et au moment où ils étaient defaultés, etc., en fait, ils se sont vautrés parce qu'ils n'ont pas pu exécuter ce qu'ils avaient en tête. Quoi. Non, mais c'est peut-être un deuxième thème d'erreur qui peut tuer ta boîte. C'est justement sur cette partie levée de fonds, quand tu lèves des fonds.
c'est de prêter trop attention à la valeur à laquelle tu lèves et aux parts que tu dilues, et pas suffisamment attention à toutes ces clauses qu'il y a quand tu lèves des fonds. Donc typiquement, Read the contract, comme dirait ouais. ici. Et donc il faut bien comprendre. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de documentation, donc tu as zéro excuse en tant que cofondateur pour pas comprendre comment ça marche. Mais globalement, tu as les droits de vote, donc comment est-ce que tu prends des décisions dans la boîte au niveau du board. Tu as les shares que tu donnes, comment est-ce que tout ça se passe en termes de, si jamais plus tard tu vends, qui a des droits de préférence, de liquidité et tout. Et après, tout ce qui est grosses décisions aussi de nouvelles levées de fonds. Il y a pas mal de clauses sur les investisseurs qui ont le droit de bloquer, qui ont le droit de demander de garder leur pourcentage de shares, qui peuvent aussi te bloquer derrière. Donc pareil, c'est des choses où j'ai vu des boîtes qui finalement étaient bloquées. J'ai un exemple très précis d'une boîte qui était justement dans cette situation de cash default dead. Ils avaient une offre d'achat qui permettait de sortir globalement par le haut, mais qui n'était pas exceptionnelle. Et en fait, parce qu'il y avait des clauses, un des investisseurs a préféré faire couler la boîte que de juste la vendre. Et du coup, la boîte est allée en liquidation et la personne... Et à Dubaï, en plus, il y a certaines règles qui sont pas cool, et donc ça a été un moment très compliqué pour elle. Donc, tu vois, cette leçon là-dessus est aussi sur importante. la manière dont tu structures tes droits de vote, ton capital, c'est hyper intéressant. C'est vrai que moi, de mon côté, on se pose pas trop la question quand t'es en bootstrap. Après, sur le cash management, on a quand même les mêmes problématiques. Je sais pas comment ils font à Dubaï, mais moi, un des exemples, on a failli couler la boîte, et d'ailleurs assez récemment, c'est que nous, on est profitable, c'est cool. Mais moi, c'est sur la gestion BFR. Typiquement, quand tu es bootstrap, la finance, c'est bien, mais nous, c'est clairement pas notre priorité. Et en France, tu as quand même cette particularité incroyable de facture, paiement à 30 jours, 60 jours, fournisseur, délai de paiement, qui fait que, en fait, quand on a attaqué la début 2024, on a rentré vachement de beaux deals, mais qui demandaient un investissement en amont. Donc, nous, on achète du média sur Google, Facebook, donc forcément, tu dépenses, tu les payes upfront globalement. Mais tu dépenses un mois pour nourrir ton nouveau client en prospect. À la fin du mois, il y a 15 jours qui se passent pour éditer la facture. La facture est éditée le 20 du mois suivant, puis il y a les paiements à 30 jours, puis il y a du retard. Donc, en fait, le lead que tu as fait, je sais pas, le 1er janvier, il va être payé le 1er avril, quoi. Et ça, t'en fais un, ça va, c'est un peu de cash, mais t'en rentres 2 ou 3, très vite, tu te retrouves avec des avances de trésorerie de malade. Et ça, j'ai découvert ça sur le tas. Et j'avais fait quelques calculs, tu vois, en mi-février, début mars, c'est ce que je dis aux équipes. Je dis, mais attends, là, il y a un problème parce que je vois tout ce que je dépense. Je sais pas quand je vais être payé. Sur le papier, je suis rentable. Mais en fait, je vois que le 14 avril, en fait, j'ai plus de thunes et je dois fermer la boîte, quoi. Enfin, genre, je suis à 0 sur tous les comptes. Et ça, en fait, c'est con, mais tu peux être dans une situation de profitabilité où en France, par ces conneries de paiement à 60 jours, etc., de décalage de trésorerie, si t'es pas un minimum bien entouré en finance, tu te vautres. C'est quoi la leçon que t'en as tirée? Alors, moi, il y a 2 choses. C'est que tout de suite, la leçon que j'en ai tirée, alors on n'est pas mort, hein, on a géré le truc, c'est que la manière dont je l'ai géré moi, c'est que tout de suite, je l'ai dit aux équipes, je leur ai dit, attendez, là, il y a un souci, il faut qu'on budgète ce qu'on fait. C'est-à-dire que on arrête de dépenser quand le client nous dit vas-y, envoie plus de leads, c'est bien, etc. C'est non, on s'autorise un budget précis, même si on pourrait faire plus. En fait, on n'a pas les moyens et c'est pas vouloir être trop gros. Donc se dire ok, là pour le coup, c'est juste processiser. C'est ok, j'ai tant de trésorerie. Globalement, client A, client B, client C, il va me payer le 14, le 15, etc. Je mets un petit delta en mode il va forcément être à la bourre, comme d'hab, etc. Ça va prendre 7 jours de plus. Donc le max que je puisse me permettre sur avril et mai, c'est temps. Ensuite, c'est trouver des solutions de court terme. On a la chance, tu vois, d'avoir des trucs comme American Express où tu peux quand même négocier des lignes de crédit, etc. Si tu es vraiment dans la merde, en fait, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de situations de backup. Tu vois, typiquement, nous, on est chez Conto et Conto, ils viennent d'ouvrir des lignes de trésorerie où, en fait, tu peux demander à Conto de faire de la facturage. Donc, ils te payent, mais toi, tu sens rien. Alors, évidemment, tu payes un peu d'intérêt. Mais en fait, c'est... Mais là, c'est des solutions qui te permettent
de réduire l'impact potentiellement de Mm. décisions, mais quelle leçon en amont tu peux tirer de ça? C'est juste avoir une meilleure structure financière, en Ouais. fait. C'est de te dire, en tout cas en France, quand tu as identifié un gros besoin de fonds de roulement, c'est juste budgéter, quoi, Mmh. et ne pas se voir, plus gros ou être trop gourmand, et accepter que, tu joues dans une certaine cour de récré et que tant que, tu as pas réussi à changer de cours, tu peux pas aller plus loin, quoi. Et voilà, c'est juste du prévisionnel. Et donc maintenant, en fait, à chaque fois que on va rentrer des nouveaux clients qui sont dans ces deals-là, on leur en parle en amont, on leur dit: «OK, nous, on peut t'accompagner, on pourrait faire X avec toi. Le seul souci, c'est qu'on n'est pas une boîte du CAC 40, donc moi, j'ai des contraintes de BFR. Donc soit, avant qu'on travaille ensemble, tu me fais des facilités de paiement au début, tu es plus Ouais. sympa avec moi pour que j'ai le temps de changer de cours de Ouais, cours ouais. de récré. Soit, tu acceptes que je vais te faire des bons prospects parce que j'ai un bon savoir-faire, mais que je suis quand même dans la cour de récré, une start-up entre guillemets, et que je pourrais pas, répondre à tous tes besoins, et que ne viens pas me casser les couilles le 15 du mois entre guillemets en me foutant la pression, il y a pas assez et cetera. J'ai besoin de plus de prospects parce que de toute façon, je pourrais pas les assurer ou ça va venir casser, toute ma gestion BFR et financière, quoi. Et hem et c'est vrai que, ça, si tu t'en rends compte trop tard, en fait, c'est terrible pour toi. Enfin, en tout cas, nous, sur notre marché, parce que ça veut dire qu'en fait, quand tu as plus de cash, même si tu es profitable, Ouais, tu ouais. peux planter ta boîte, tu peux plus payer tes équipes, tu peux plus payer tes salariés. Tu vois, quand, enfin, moi, la leçon, et je pense qu'une des erreurs que nous, on a faites et peut-être que beaucoup de boîtes font, c'est que quand tu as des structures de cash flow qui sont un peu complexes, donc toi, dans ton cas, c'était payé tard. Mmh. Nous, dans notre cas, c'était comme on donnait un logiciel e-commerce avec une solution de paiement, on récupérait l'argent et après, on payait les restaurants derrière. Donc, en OK. fait, on récupérait le cash upfront et Ouais. ensuite, on payait les restaurants derrière. Et là, en fait, ça entraîne un autre problème, c'est que on a l'impression d'avoir beaucoup de cash. En fait, Il est pas à toi. ce cash, il est pas à toi. Et parfois, tu as une confusion entre, Qu'est-ce qu'il y OK, a à qu'est-ce moi? qui est vraiment à moi et qu'est-ce qui est, et en fait, tu as très vite un moment de se dire, OK, là, il faut que je paye tous les restos. Et en fait, tu envoies tout ton Mmh. argent et après, il te reste plus d'argent pour, donc dans ces 2 cas-là, moi, on en revient à la leçon que j'en ai, c'est quand tu fais une analyse que ta gestion de cash, elle est quand même un peu complexe. Un des premiers investissements en termes de personnes, c'est quelqu'un de solide Qui structure, au ta niveau de partie, sa financière. finance. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Bon, en off, on se bat beaucoup là-dessus parce que, nous, les studios, c'est vrai qu'on n'a pas la meilleure structure financière et on a beaucoup de gut feeling Mmh. pour le coup sur comment est-ce qu'on investit les choses. Mais, je pense que oui, effectivement, à partir du moment où tu as une structure de cash flow complexe, c'est essentiel de mettre ça en place. Après, à l'inverse, je pense aussi que ça peut, enfin moi, je l'ai toujours vu. Pourquoi je l'ai pas fait en fait? Tout simplement parce que, tu as tellement de trucs à gérer dans une boîte qu'il faut que tu sois convaincu que ça Ouais. va t'apporter quelque chose en plus, et jusqu'à ce que je vois ces problèmes de BFR, je l'avais jamais vu, et je pense que ça a été aussi salvateur Mmh. pour pas mal de choses parce que l'erreur que tu peux faire aussi, c'est, passer trop de temps à structurer ton cash alors qu'en fait ton urgence, elle est pas, de structurer ton cash, c'est juste d'en faire rentrer, d'aller chercher des clients, de structurer ton sales, ton produit, et commencer à build des dashboards, des machins qui en fait, vont servir à rien parce que ta boîte elle est en train de couler par ailleurs, tu le fais pas, tu vois? Et comme nous, on est sur des marchés où il y a des hauts et des bas tout le temps, j'ai toujours pris le pari de: «Attends, d'abord, on exécute bien et de toute façon, si on est profitable de base, genre, il y a pas de monde où il y a un problème, tu vois? Sur la partie cash». Alors qu'en fait, effectivement, quand tu te retrouves avec des décages de trésorerie à 3 mois, plus des mauvais payeurs, c'est compliqué. Et donc ça, c'est la question que je voulais te Ouais. poser, c'était à Dubaï, comment ils payent, les gens? Est-ce qu'ils ont, comme en France, 60 jours ou Non, c'est, c'est ouais, normé? enfin, après, il y a pas de règle, mais c'est vrai que, bah, c'est des négos, donc il y a beaucoup de gens qui essaient de dire, 30 jours, 60 OK, jours, 90 jours, et donc ça, c'est vraiment il y a pas de règle là-dessus, donc c'est à toi OK. de bien négocier. Mais globalement, ouais, c'est toujours très compliqué d'aller récupérer de l'argent. Et donc, nous, c'était une des raisons pour laquelle, très rapidement, on s'est dit, bah, il faut qu'on contrôle la partie argent. Ouais. Parce que si on doit aller, surtout que nous, on est sur du SMB et mid-market, Mmh. donc petits clients. Si on doit aller taper à la porte de chacun des mecs pour se payer, Pour ça collecter, va ça être va être un l'enfer, enfer. quoi. Ouais, Et c'est donc, clair. je pense que pour le coup, ça, c'était une bonne décision. Mais, du coup, pour rebondir sur la partie cash, nous, on a eu pas mal de mauvais payeurs, des gars qui ont jamais payé ou, d'ailleurs avec qui on est en procès aujourd'hui. Et ça a failli tuer aussi ma boîte parce que tu as des moments où en fait tu dépenses énormément. On a eu des carottes, de plus de 70 000 € nous, Ouais. en 2022. Typiquement au moment où, l'argent était plus gratuit, ça commence à se resserrer. On a quand même des clients
qui ont malheureusement, eux, pour le coup, coulé la boîte et on se retrouve avec des grosses ardoises. Donc là, en fait, tu sais très bien que tu rentres en procédure de liquidation avec, ils peuvent plus payer parce qu'ils sont en Chapter 11 Ouais. et tu sais que tu vas récupérer ton argent dans 10 ans, quoi. Mais ça, en fait, pour le coup, j'ai le sentiment qu'on l'a bien enfin, moi, je l'ai bien géré ça parce que j'ai toujours eu cette vision de me dire: «Attends, j'avance beaucoup d'argent, à mes clients. C'est quoi le risque que je suis prêt à prendre là-dessus et en qui j'ai vraiment confiance?» Mais encore une fois, quand tu es dans un mood, tu sais, dans le feu de l'action, ouais, c'est cool, je rentre plein de clients, je suis dans le market fit, j'ai trop de trucs qui rentrent. En fait, ta gestion des risques, tu peux, devenir totalement intolérant au risque, en fait. Ouais. Hem et ça, je pense, ça aurait pu être une grosse erreur, avec certains clients où, typiquement, les ardoises de 70 000 balles, en fait, j'aurais pu me retrouver avec une ardoise peut-être de 300 000 €, quoi. Parce que le client voulait toujours plus, il était lui-même dans une phase d'accélération, il a explosé et j'aurais pu me retrouver non pas avec 70 000 balles d'avance de trésor, mais 200 000, quoi. Donc toi, Et tu t'étais ça mis et ça, des sortes de garde-fous. moi, c'était, en mode, en fait, j'étais assez clair avec, moi-même qui était jusqu'à combien par client je suis prêt à avancer, compte tenu du tu sais, du running business. Ouais. Plus ça fait longtemps que j'ai bossé avec lui, plus ça fait longtemps qu'il est sur le marché, plus d'un point de vue fondateur, je me dis: «OK, le potentiel qu'il fasse faillite, est quand même, assez bas, donc je peux me permettre de l'avancer». Par contre, si c'est un nouveau client ou tu vois quelqu'un qui est pas là depuis très longtemps, qui certes, va très, très vite, tu vois, qui vient d'arriver, mais pour lequel on n'est pas trop sûr, tu vois, je vais me dire: «Je vais lui avancer max, Et quoi». ça, c'était un truc que toi, tu contrôlais au quotidien ou Ben, ouais, ça je contrôle au quotidien et même aujourd'hui, il y a un de mes clients qui va se reconnaître là-dessus, mais on se franchement, petit coup de pression? c'est non, mais parce qu'on s'appelle à chaque fois en fin de mois parce que, il y a beaucoup d'avances de trésorerie qui sont faites et je connais les contraintes du client, mais heu, le mois dernier, je lui ai encore dit, alors que ça fait quand même des années qu'on bosse ensemble: «Je coupe les campagnes, au 1er du mois parce qu'on n'a pas eu ton paiement et que, il y a trop d'avances de trésorerie, je te fais confiance, mais juste pour gestion de risque, je coupe tout». Et ça me fait autant Mmh. chier que lui parce que couper des campagnes, nous, sur notre marché, tu as les effets d'apprentissage, tu as un manque à gagner énorme. Quand tu relances, globalement, pendant 3 jours, tu repères de l'argent. C'est hyper chiant. Mmh. Mais j'ai le sentiment que c'est la ligne rouge à pas franchir parce que ça pourrait mettre en péril, mon business et que, aussi, heu, structuré ce client soit-il, je peux pas dépenser plus, tu vois? Et ça, je pense qu'il faut être assez clair là-dessus que sur ton cash management, il faut accepter, je pense, à court terme, en tout cas, moi, si tu as des business où tu es en bootstrap, tu es avec ta thune et cetera, que c'est mieux, c'est un vaut mieux que deux tu l'auras, Ouais, tu vois? ouais. Genre, OK, prends un, tu es sûr de l'avoir ou globalement, tu as une gestion des risques qui te permet de dormir la nuit versus, putain, on peut aller à 3 mais au péril de, stress qui peuvent pour le coup, faire crever ta Non, mais boîte, quoi. de façon générale, je pense que ça devrait s'appliquer, même aux boîtes qui ont levé de l'argent, tu vois? Oui, mais comme toi, tu es dans une run, enfin le paradigme, il est différent parce que toi, tu es en mode, en fait, je dois aller à 3 whatever, quoi. Et comme tu l'as dit, je joue le jeu du j'ai levé des fonds, je peux pas faire le lâche en mode je reste à 1 parce que machin risque de pas me payer. Non, en fait, c'est le jeu et je dois aller à 3 et enfin, de ce que tu Ouais, expliques, hein. ouais, Alors après, ouais. je sais pas Ouais, comment ouais. tu composes avec ça, Mais mais il n'empêche que je pense que c'est avec un peu de recul, je pense que c'est une erreur, des heu, levées de fonds? éventuellement des levées de fonds, mais heu, une erreur globale, c'est que, tu construis un business qui va à 3 si, tu arrives à avoir, Déjà le un. une non, mais une une relation, où tes clients, ils sont prêts à enfin, tu vois, tu es fort sur le côté paiement. Ouais. Parce que c'est hyper facile évidemment de faire de la croissance, artificielle en disant que le produit, il est gratuit ou, pas être très, regardant Mmh. sur les frais qu'il faut payer. Et en fait, tu construis un business qui est pas solide. Donc si tu veux vraiment aller, à 3, pour le coup, je pense que être hyper exigeant sur, être payé pour ce que tu fais, Ouais. D'ailleurs, comment ça doit s'appliquer en dans les tant que 2 cas. SaaS, comment tu gères ça? Parce que toi, nous, on est en achat de prospects, donc j'ai envie de te dire, c'est comme au restaurant, tu Mmh. commandes ton menu, tu en as pour tant, tu sais que Ouais. tu vas être payé tant. Toi, c'est la lifetime value parce qu'en fait, finalement, ta valeur auprès des restos, elle est vachement différée dans le temps. Tu vas recevoir, le cash que tu as prévu, sur 12 mois globalement. Je sais pas trop comment tu as Ouais, intégré ça. ouais. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, il y en a beaucoup qui poussent le yearly payment Ouais, ou bien le sûr. pay as you go. C'est en train de changer là-dessus. Justement dans une logique de cash management, s'il y a des gens, tu vois, qui ont des SaaS aujourd'hui qui se disent, «Comment je gère mon cash? Comment je fais mon business model et tout?» Il y a eu des erreurs toi que tu as faites là-dessus ou que tu changerais? Ouais, donc sur cette partie, stratégie du business model, pour le coup, je pense que c'est très important de
comprendre à quel moment ils voient de la valeur dans ton produit. Donc je vais donner un exemple aussi probablement d'erreur que nous on a faite, c'est que en fait on offre un outil qui te permet de vendre en ligne, mais c'est quand même à toi de faire l'effort de faire la promotion de ton restaurant, de dire à tes clients que c'est mieux de commander directement via mon site internet ou via mes réseaux sociaux plutôt que de Deliveroo. Donc il y a quand même un commitment qui est nécessaire de la part des gens qui achètent ton software. Ce qui veut dire que la valeur ajoutée, tu la vois pas directement au moment où tu mets en place le système, mais ça prend un peu plus de temps. Ça prend en général 30 jours, entre 3 et 60 jours pour commencer à avoir un flot de clients. Et donc, ton aha moment, il arrive plutôt aux alentours des 30 jours. Et donc, nous, au départ, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait... après qu'on ait levé de l'argent, on a enlevé quelques barrières à l'entrée pour pouvoir emmener plus de clients. Donc, au départ, on chargeait un onboarding fee, un fee d'onboarding, et on demandait aux gens de payer directement. Et en fait, ce qui permettait de valider que les gens qui rentraient avec nous étaient vraiment motivés. Et après qu'on ait levé de l'argent, on s'est dit, il faut qu'on ouvre un peu plus les portes, et on a fait 30 jours d'essai gratuit. Et donc, en fait, tout le monde pouvait rentrer, commencer à mettre en place le système. Et au moment de Covid, c'était très intéressant parce que il y avait un besoin qui était très fort, donc la motivation était très élevée. Mais après, en fait, ça nous a pénalisé énormément parce que on avait beaucoup de gens qui rentraient qui étaient pas très motivés, qui demandaient beaucoup de temps à notre support d'onboarding. Les KPIs de nos équipes d'onboarding devenaient de moins en moins bons parce que ils essayaient d'onboarder des gens qui étaient pas très motivés. Et en fait, tout de suite, tu viens dégrader ton produit, les clients sont pas très contents et tout. Et donc à ce niveau-là, la logique suivante, c'est tout est rechangé quand on est repassé sur un modèle avec des fees où on te fait payer en amont. Pour les petits clients, c'était aussi payer 12 mois parce que on sait que les chances que tu réussisses sont plus faibles que quand tu as une marque qui est déjà établie. Et tout de suite, dès que tu fais ce changement-là, tu vois toute la chaîne de valeur qui se transforme et tes équipes sont plus contentes, tes clients sont mieux onboardés et tout devient de plus fluide et tu recommences ta machine à croissance, c'est-à-dire que les clients onboard en parlent aux autres et les paramètres deviennent meilleurs. Tu vois, imagine, parce que du coup là c'est très business model. Bon, nous le business model, j'ai envie de te dire en vente de lead, c'est peut-être une erreur d'ailleurs. Il n'est pas trop challengeable pour le moment, ou en tout cas, il est assez obvious, même si c'est peut-être une erreur. Toi, c'est vrai que quand tu es un SaaS, tu as tellement de possibilités, c'est un truc de malade. Comment justement, parce que je pense que de planter de business model quand tu es un SaaS ou autre, ça peut te tuer clairement. Quand tu vois que tu t'es planté, comment tu changes, comment tu le vois, et est-ce que c'est si dur que ça de changer, quoi? Ouais, en fait, tu sous-estimes souvent la complexité de changer. Donc après, c'est potentiellement un autre élément, c'est aussi quand tu veux aller très vite, tu mets pas en place suffisamment ta capacité à analyser les datas, en fait. Et donc aussi, autre erreur qui peut te tuer, c'est tu prends des décisions basées sur que de l'intuition, et en fait, prendre la décision basée sur de l'intuition, c'est OK. Pas mettre en place derrière les outils qui te permettent d'analyser ce qui se passe vraiment. Ça, c'est une grosse erreur qui peut tuer. Ça nous est arrivé typiquement sur cette partie SaaS, où je pense que si on a mis probablement trop de temps à réaliser tout ça. Par exemple, si je prends un exemple sur le support, ça nous a pris peut-être, je crois, 3 mois pour se rendre compte qu'en fait, 81% de nos tickets de support étaient par 20% des gars qui étaient les plus chiants et les trucs. Donc, tu peux créer. Et en fait, revenir aussi à la partie cash, c'est que ce qui est compliqué, c'est que du coup, tes équipes te disent, j'ai besoin de plus de moyens, de ressources, il faut recruter plus de personnes. Et donc, très vite, en fait, tu te retrouves si tu n'analyses pas bien les raisons du problème. Donc ça, clairement, je crois que c'est Théo Lyon qui a fait une vidéo il y a pas longtemps sur les 5 why. Vraiment aller au cœur de... les 7. Non, je crois que c'est les 5. Mais il nous dira c'est quoi là. Mais poser la question 5 fois, pourquoi j'ai ce problème, pour vraiment aller en profondeur sur la compréhension de ton problème.
c'est super important. Parce que Pour tu vois, identifier le typiquement, profil. si tu restes en surface, bah, tu te dis, bah, en fait, j'ai trop de tickets de support, donc il faut que j'embauche plus de gens. Alors qu'en fait, si tu vraiment creuses, tu te rends compte que C'est le juste temps de ton support est onboarding qui est pas passé bon, quoi. sur Sur les les mauvais mauvais clients, profils, quoi. sur les mauvais clients. On avait un point, je crois, sur justement la partie client Ouais, qu'on voulait aborder. les clients relous Euh, qui te font perdre du temps. Typiquement, moi, je pense que je se viens de planter, donner un bon exemple. se planter de clients, Ouais, tout c'est un peu pareil. Alors, pour première analogie, c'est que nous, globalement, on a failli planter la boîte à plusieurs fois ou en tout cas dégrader extrêmement la rentabilité par ce que j'appelle être pris en otage par des clients. Nous, le truc qu'on a, c'est que en lead gen, en fait, on est quand même, on a beaucoup de valeur ajoutée pour nos clients et tu as des clients qui sont très, très dépendants de ce que toi, tu vas lui apporter au quotidien. C'est-à-dire qu'un client lead gen, il a, des téléconseillers le matin qui sont censés recevoir des prospects. Les téléconseillers, généralement, ils sont en fixe et variable, mais ils ont besoin de matière pour ouais, travailler, pour appeler et faire les ventes. Et il y a rien de pire pour nos clients que d'avoir un plateau de téléconseillers qui arrive le matin où il y a rien à manger, quoi. ouais. Parce qu'eux, ils ont un stress de malade, parce qu'ils ont des frais fixes de plateau. Ils payent des gens à rien foutre et donc c'est tout le business model Qui tombe, ouais. qui tombe. Donc heu, moi, une des erreurs que j'ai beaucoup faites, par le passé, c'est à quel point, entre guillemets, mon client, il est dépendant de moi. C'est-à-dire que s'il m'achète des prospects et que moi, je suis pas capable de délivrer, ben, il va être tellement dans la merde à cause de moi que forcément, il va me remettre sa pression, tu vois? Et j'ai eu beaucoup de clients, à qui c'est arrivé, qui en fait, ils étaient très dépendants de moi parce qu'on faisait, des bons prospects. Donc, j'ai pas fait gaffe, pour certains clients qui ont viré des fournisseurs de leads, qui se sont dit: «Bah, en fait, Lead Studio, ils sont très bons, je vais dégager des sources de coûts qui sont pas suffisamment fiables et je vais aller chez Lead Studio». Sauf que je me retrouvais à intégrer une trop grosse partie de son achat de leads et bah, la lead gen, c'est pas une science exacte. Nous aussi, on est tributaire de Google, Facebook, ces systèmes d'enchères, donc et aussi de la saisonnalité. Donc tu as des mois où ça se passe très bien, puis tu as des mois où c'est une cata, quoi. Et les jours enfin les mois où c'est une cata, ben, il y a rien de pire que toi, déjà, c'est une cata en Mmh. interne et en plus, tu as ton client pour lequel c'est une cata, parce que tu arrives pas à le livrer. Et alors ça, c'est, je pense, pour le marché de la lead gen et cetera, se tromper de client, bah, ça plusieurs fois, ça a failli tuer Lead Studio parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, le client m'appelle le matin, il me dit: «Mais attends, Thomas, il y a pas de lead là. Qu'est-ce que je fais? Mmh. Mais poussez, vous faites des Mmh. trucs». Donc toi, tu rabats le stress sur tes équipes. Donc tu as des campagnes qui tournent très bien, qui sont censées être profitables, apporter des leads de qualité, mais là, tu te mets dans une situation d'urgence, donc tu prends des décisions à la va-vite. Donc tu vas augmenter tes enchères, tu vas, lancer de nouvelles campagnes et là, bah, c'est tout qui C'est s'effondre, quoi. C'est-à-dire que ta profitabilité, elle s'éclate, tu augmentes les enchères, donc tu te fais éclater. Donc tu es obligé de couper, donc encore pire, en fait. Tu te retrouves dans une situation, donc non seulement toi, tu perds de l'argent, ton client, il a toujours pas de prospect. Tu as créé un stress de malade auprès de tes équipes, elles sont dans la zone rouge, donc globalement, elles explosent et bah, tu peux même pas te dire, contrairement à toi en ouais. SaaS où bah, en fait, j'ai déjà le produit, c'est bah, là, il faut repartir à zéro, quoi. Putain, il faut revenir en arrière, il faut retrouver les anciennes campagnes, puis Du tu coup, toi, quand tu discutes avec un client qui a bah pas énormément déjà de providers de leads, c'est un peu red flag. Non, pas forcément, mais c'est plus, globalement, donc ça, pareil, c'est, sur la manière dont tu vas traiter ton client, s'assurer que, ça va être un bon client. Mmh. Alors un bon client, pour nous, ça veut dire quoi? C'est globalement, être sûr que, bah, déjà, il va te payer, qu'il est fiable, qu'il traite bien les prospects, qu'il va pas y avoir de problème au niveau, tu vois, de la loi, RGPD, toutes ces bêtises et deuxièmement, que à aucun moment, il va prendre en otage mes équipes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va me mettre une pression parce que lui-même, en fait, le fait qu'il gère mal son business, ça revienne sur moi. Et comment tu fais pour, valider ça? Comment tu fais pour, Bah, ça, c'est expliquer à tes équipes, heu, qu'est-ce bah, qu'est un bon client et non, un mais et mes équipes, alors, en fait, c'est-à-dire qu'un client ne doit jamais, interrompre, enfin, ne doit jamais venir, heu polluer le media buy. Donc il y a le savoir-faire de l'e-studio, c'est-à-dire que c'est indépendant. C'est-à-dire que mes média buyers, leur rôle, c'est de faire des prospects de qualité, le moins cher possible. Voilà, c'est qualité first et ensuite, une fois que tu as la qualité, bah, débrouille-toi pour être suffisamment malin et être le moins cher possible pour mmh, faire le plus de marge. Point. Indépendamment de, globalement, du volume, nécessaire. C'est super important. Parce qu'on est sur un marché où globalement, plus tu fais du volume, généralement, plus la qualité baisse. Donc après, mon rôle, c'est au niveau des sales et aussi du cadrage avec les clients, de te dire: «OK, moi, je vais faire le max pour t'apporter le max de prospects. Par contre, bah, il faut que je m'assure que tu vas pas venir, foutre, à terre ma machine». Donc effectivement, c'est s'assurer qu'il est pas trop dépendant de moi, mmh, qu'il a une croissance saine, que, sa manière dont il gère,
sa boîte, c'est bien géré. Parce qu'il y a aussi des clients qui sont en hyper croissance, ils ont onboardé avec 15 télépros, ils ont besoin de nourrir et en fait, tout explose chez eux aussi, quoi. Ouais. Ils ont pas les bons Mmh. discours, donc en fait, ils traitent mal les prospects, ils ont l'impression que tu leur apportes des prospects de merde. On a encore eu un cas récemment où euh, euh, je dis pas que ça a été mal structuré, mais on a fait tout un exercice pour une certaine categ pour envoyer un maximum d'informations pour que le télépro, en fait, ça soit du caviar quand il reçoit le lead. En fait, on s'est rendu compte que dans le script du télépro, ben, en fait, il n'utilisait pas les infos et Ouais. qu'il reposait au téléphone des Les questions mêmes que le questions. télépro avait Ouais. dans le formulaire. Donc là, tu es en mode, ben, attends, mais je comprends pas. Euh, je t'envoie des infos, tu t'en sers pas, quoi. Et après, tu viens me dire: «Ah non, mais j'ai pas les taux de transfo». Bah oui, mais j'y peux rien pour toi, quoi. Et donc là, ben, le problème, c'est que le client va te crier dessus en mode, «J'ai pas la transfo que je veux» et cetera, alors que c'est lui le problème globalement. Heu et ça, bah, ça peut être terrible parce que, si toi, tu as pas conscience de ça et que tu as pas identifié que potentiellement c'est les clients de problème, tu peux te remettre en question. «Attends, ce qu'on fait, c'est pas bon», tu vas voir tes médias Et dans ces buyers cas-là, tu dis et quoi? Tu arrêtes la relation avec le client? je lui pose les bonnes questions et en fait, je fais table rase de est-ce qu'il me dit est-ce que c'est vrai ou pas? Je prends le maximum d'informations et je me mets en toute conscience. OK, est-ce que j'ai la certitude que le problème vient du client? Ou est-ce que, OK, il y a doute et que ce que j'ai livré au client, je De pourrais pour faire mieux? le je pourrais Et à partir du moment où, en fonction des informations que j'ai, je suis certain que ce que moi j'ai fait, c'est bien, bah, globalement, je dis au client: «Je peux rien faire de plus, quoi». mmh. Ouais. Franchement, moi, je t'ai tout donné, regarde ce qu'il y a. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer. Généralement, je vais à la chasse aux infos chez les autres clients qui font la même chose. Alors ça, c'est un killer move parce que quand l'autre client pour lequel je sais qu'il est bien structuré me dit: «Bah non, moi, c'est fine, j'ai eu X % de transfo, continue, c'est parfait». Bah, je vais voir mon client, je dis: «Regarde, je suis désolé, mais moi, j'ai ce client-là, il a la même chose que toi, il s'en sort, quoi. Mmh. Et toi, tu as eu la même chose. Donc, explique-moi, Mmh. pourquoi? Je veux comprendre». Et ça permet aussi d'avoir des relations saines et ce qui est intéressant aussi, c'est que je vois comment le client réagit. S'il fait le mur en mode: «Non, mais je veux pas, j'y crois pas» et cetera, bah, en fait, entre guillemets, je laisse la relation mourir parce que de toute façon, on va jamais y arriver, ça n'a aucun intérêt. C'est un jeu d'équipe, la lead gen et que si le mec se remet pas en question non plus, ça va pas le faire. Si je vois qu'il ça lui il se met à se poser des questions en mode: «Ah, tu as peut-être raison, c'est intéressant, OK, vas-y, viens, on continue, je fais l'effort, je regarde ce qui se passe» et cetera. Bah, là, clairement, j'ai envie de l'accompagner, tu vois? Et de lui faire des cadeaux aussi, en mode: «OK, bon, ben, je vais te faire peut-être une petite ristourne aussi sur la facture parce que c'est du win, c'est du move». Après, Ouais, ouais. tu vois, c'est de la subtilité commerciale, tu vois? Tu as besoin de te structurer, c'est un marché qui est hyper dur, on est tous dans le même bateau, moi, je veux que ça avance, je veux qu'on fasse du deal ensemble donc globalement, je suis OK pour t'aider, peut-être, OK, là, tu pas été bon, tiens, Mais tu vois, tout ce que tu racontes, ça m'amène à, un sujet plus, d'équipe et recrutement. Je pense mmh, qu'il y a aussi une erreur, c'est que ce que tu expliques, je t'imagine très bien le faire toi parce mmh, que c'est ta boîte et que ouais. tu as cette capacité à te poser les bonnes questions et à vouloir. Est-ce que tu sens que tu as réussi à créer auprès de tes équipes cette même, Heu, façon de c'est clairement faire? une, alors, je dirais pas que c'est une erreur qui peut mettre, en péril ta boîte, mais par contre, c'est quelque chose qui peut, apporter un énorme manque à gagner. Mmh. Typiquement sur la partie, relations commerciales, aujourd'hui, tr la partie sales que moi j'ai toujours gérée parce que j'ai été la figure emblématique, tu vois, de l'e-studio, je pense que je le reste aujourd'hui. Le déléguer d'un point de vue sales, je l'ai très mal fait, Mmh. je pense, jusqu'à présent parce que, j'ai pas été capable d'expliquer concrètement comment est-ce que tu traites un client, quelles sont ses attentes, parce que, tu sais, il y a Ouais. plein d'acquis, en fait, de réflexes que j'ai pas encore bien matérialisés et j'ai trop vite, mis parfois des sales sur des clients clés ou, sur justement de l'onboarding client alors que, le sales n'était pas en capacité de vraiment répondre aux attentes. Ce qui fait que globalement, il y a eu plein d'erreurs qui ont été faites et soit le client à la fin il est pas satisfait, Ouais. soit, les valeurs de l'e-studio, le savoir-faire a été mal exprimé, donc le client a pas compris. Donc il se barre, il signe pas ou s'il signe, il signe pour les mauvaises raisons et alors ça, c'est catastrophe en chaîne, quoi. Les attentes ont pas été bien Ah non. expliquées, on se l'est noté sur le post-it là, mais il y a, surpromettre, catastrophe, on va en parler après. Enfin, d'ailleurs, je Bon, peux même bah, pas allez, là-dessus. on enchaîne, vas-y. La surpromesse, moi, c'est des trucs qui ont failli me tuer à plein des égards, parce que, il y a rien de pire que mettre des attentes trop hautes. Typiquement, nous, sur la lead gen, et d'ailleurs tous les clients le disent, c'est, «Oui, sur le papier, tout est beau, vous avez 20 de transfo, on fait toujours les meilleurs leads du marché» et cetera. La vérité est que, c'est un marché où il y a une variance de malade et que tu sauras jamais vraiment, si tu peux avoir enfin, tu vois, un taux de transfo stable et ton taux de transfo, il y a tellement de paramètres qu'annoncer un taux de transfo de base, c'est hyper compliqué
et que quand tu annonces 20 et qu'en fait, le client, il voit 10, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Catastrophe parce que là, il te met une pression de malade, il est pas content, alors qu'en fait, il est plutôt rentable. Mais tu vois, tu connais le truc, on t'annonce 20, t'as 10, de toute façon, même si t'es rentable, c'est pas bon, quoi. Et donc, en fait, surpromettre, ça, c'est ce que j'explique maintenant à mes équipes commerciales et même quand je parle à mes clients, c'est je dis aux clients, tu peux faire 0. Mais vraiment, hein. Ouais. S'il y a des clients qui m'écoutent, quand vous m'avez au téléphone, je leur dis, quand on me pose la question aujourd'hui, c'est quoi le taux de transfo de tes prospects? Je leur dis, bah écoute, c'est simple. J'ai une intuition par rapport à ce que je récupère en termes de data client, qu'on est autour de X%. Par contre, sache que j'ai des clients avec qui je bosse depuis des mois et des mois. Il y a des mois, ils vont faire 20%, il y a des mois, ils vont faire 0, quoi. Et tu peux faire 0. C'est-à-dire, si tu signes avec moi, Sois confortable. voilà le process, voilà comment on source les leads, on est transparent, voilà ce qui est fait, voilà les messages marketing, comment c'est collecté. Je vais te donner toutes les infos, on aura des discussions intéressantes sur ce qui s'est passé. J'ai besoin de feedback de ton côté, par contre, tu peux faire 0. Et entre guillemets, je te mets face à ta réalité de si tu veux commander avec moi, tu peux faire 0. Par contre, si tu fais 0, je te dis pas que on n'aura pas de solution pour toi, on va pas t'accompagner, on va pas être dans une urgency pour t'apporter de solution. Par contre, sache que tu peux faire 0, quoi. Et ça, en fait, tous les clients qui signent en sachant qu'ils peuvent faire 0, c'est rarement des clients qui churnent. Parce qu'ils sont tellement préparés à ce que ce soit une catastrophe que ça devient très vite des très bons clients. Et si on rentre dans des situations d'urgency, justement, parce que ça arrivera tout le temps, je sens qu'ils sont plus à l'écoute de solutions, quoi. Et globalement, tous les clients sur lesquels on a surpromis, je crois qu'on a 100% de churn. Donc catastrophe, parce qu'en fait, on a gagné, c'est naze, quoi. Si j'avais tout de suite eu ce déclic, je pense que tous ces clients à qui on a surpromis seraient encore là aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est un manque à gagner énorme. Et typiquement, quand tu es un peu dans une phase de cash urgency, putain, c'est con de perdre des clients bêtement, quoi. Non, puis surtout, t'as un churn, mais t'as passé 3 mois à essayer de travailler sur un gars et ça t'a fait perdre vachement de temps, d'argent et qui peut mettre en péril ta boîte, quoi. Toi, tu l'as eu ce problème de Ouais, nous, on avait sur un produit, un SaaS B2B, il y a 2 types de surpromesses qui sont très mauvaises. Donc, la première, c'est j'ai un exemple. On avait un mec sales qui était très sympa et qui closait énormément de deals. Donc, super taux de conversion, donc, génial. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il promettait. Globalement, si je simplifie, il disait que on était comme des Deliveroo, mais sans payer de commission. Tu vois. Donc, on allait apporter des commandes, mais qu'il n'y avait pas de prix. Donc, évidemment, incroyable. Les gens, malheureusement, les personnes qui croient ça, déjà, c'est un mauvais signal. Et ensuite, parce que globalement, si tu es un restaurateur et tu es quand même suffisamment sophistiqué pour comprendre que ce genre de choses n'existe pas. Et ensuite, si tu n'es jamais t'y as cru et que tu rentres dans le process et que tu te rends compte que c'est pas ça, tu es super vénère. Donc, ça, red flag. Donc, évidemment, il rentrait pas mal d'argent, mais tu reperdais tout derrière. Donc, pas bon du tout. L'autre truc, et je pense que ça, c'est plus sur la partie produit, c'est que souvent, tu vas avoir des clients avec lesquels qui sont potentiellement très intéressants, mais qui sont pas vraiment intéressés par le produit que tu vends aujourd'hui, mais qui vont te dire je vais vouloir acheter ce produit-là si jamais il y a cette feature, cette feature, cette feature et cette feature. Donc déjà, ça aussi, c'est red flag parce que ça veut dire que le produit que tu as construit, il répond pas vraiment à un besoin qui est important pour eux. Donc après, bon, ça peut remettre en cause pas mal de questions sur ta stratégie produit, mais dans tous les cas, il faut pas leur vendre à ça s'ils voient pas de valeur dans le produit actuel. Et ensuite, promettre des choses, signer un client sur des promesses de développement de produits, c'est aussi la recette pour créer un désastre, pour créer du stress en interne, pour changer ton focus. Donc, ce que j'essaie souvent de dire aux équipes, c'est il faut qu'on vende la voiture de 2024 et pas la voiture de 2025 ou de 2026. Parce que et si on n'arrive pas à vendre la voiture de 2024, posons-nous les bonnes questions sur pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à la vendre. Mais on a la voiture de 2024. Alors du coup, je vais au bout de ta logique là-dessus. Ce que tu me dis, ça me fait penser à moi le contraire, c'est que nous, c'est les clients qui nous vendent la voiture de 2026 alors qu'ils sont encore sur la voiture de 2024. Et alors ça, je l'explique beaucoup à mes sales. Et alors typiquement, là encore une erreur où globalement, ça tue le business, c'est que nous, typiquement sur la lead gen, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir. Non mais
Franchement, je peux te prendre une tonne, on peut faire, de super trucs, je peux t'acheter, X milliers de litres par mois, par contre, voilà, on fait un premier test, fais-moi un prix et cetera, quoi. Et donc alors moi, je les connais par cœur, du coup, ce type de clients-là et je sais très bien qu'il faut pas se faire, avoir par la poudre de perlimpinpin et que pour le moment, tu vois juste qu'il veut te commander 100 leads et que c'est un client comme un autre et que step by step. Mais quand tu es sales un peu junior, typiquement, Ouais, tu peux avoir tendance à se dire, parce que le sales, souvent, ils sont commissionnés, oh, incroyable, c'est le client du siècle, je veux absolument le signer. Et donc, du coup, bah, le client le sait très bien et le sales va donner beaucoup plus qu'il ne devrait dans la négo client, quoi. C'est soit vendre trop bas, soit justement mettre des attentes trop hautes, surdélivrer, passer trop de temps sur ce client, alors qu'en fait, mais sur une ligne de deal, c'est un client qui est tout à fait lambda, tu vois? Et ça, c'est des grosses erreurs qu'on a faites, c'est se faire, typiquement avoir par, le beau discours du client qui veut changer le monde, et qui veut, ne parier que sur toi. Donc du coup, mettre beaucoup trop d'efforts sur ces clients-là qui, en fait, t'ont juste eu par un très, très bon discours commercial, qui t'ont vendu, la Ferrari de 2026 alors qu'ils sont encore sur la Fiat Punto de 2013. Et ça, c'est une catastrophe parce que pour le coup, ça peut vraiment tuer le ouais, business. Et nous, ça a plusieurs fois, ça nous a tués parce que du coup, tu es toujours dans une attente de en fait, c'est quand le aha moment aussi du client qui va accélérer. Toi, tu as perdu en profitabilité parce que tu lui as fait un deal qui est extrêmement avantageux pour lui, mais toi, c'est vraiment à chier. Et en fait, tu vois jamais le bout, quoi. mmh. Et alors ça, killer move, quoi. Ouais, ouais, killer move Et les clients, ils sont en fait, c'est pas tes amis parfois, quoi. Faut non, mais après, bon, clairement, tu vois, en fonction du type de client que tu vas cibler, si c'est de l'enterprise ou du small mmh, market, ton cycle de vente est très différent. Donc ça, il faut avoir une bonne connaissance de quel est le mmh, cycle de vente moyen. Et quand tu vois des cycles de vente qui commencent à s'étirer parce que les mecs, ils te promettent des trucs, ils veulent négocier, mmh, c'est toujours red flag. De façon générale, de toute façon, pour l'avoir vécu, quand ton produit répond à un besoin sur ton client type, en général, les cycles de vente, ils avancent quand même assez assez vite. bien. Ouais, c'est clair. Et si les mecs, ils sont, tu vois, qu'est-ce que tu penses toi des pilotes, des mecs qui te disent, mais t'as peut-être pas ce Si, si, on l'a souci-là, hein. carrément. Non, mais on l'a, je fais un test. Mais non, mais moi, j'ai que ça des pilotes. Ouais, D'abord, on fait ça en 200, on s'assure que le process est bon, on apprend à travailler ensemble et ensuite, on accélère. En fait, ce qui est très dur, c'est que je pense que ça, c'est tu peux le savoir qu'à mm, posteriori, en fait. Genre, si aujourd'hui, tu as encore quelques clients, tu sais même pas quel est ton client type, tu vas forcément faire les bourdes et tu vas devoir passer par ces étapes-là, je pense, pour, juste pour faire aussi croire ta boîte parce que tu as besoin d'eux, ouais, de toute ouais, façon, il faut faire rentrer du cash, tu vois? mm, C'est juste qu'il faut être très clair et une des erreurs, en fait, ça, c'est vraiment une mort lente, tu vois? C'est une mort lente. En fait, petit à petit, tu te plantes de clients ou tu onboardes des mecs qui, petit à petit, mettent un peu de pollution et à la fin, tu as plus que de la pollution ouais, et tu as rien de bien, quoi. Et je pense que, moi, je fais des pilotes et on en fait tout le temps avec les clients. C'est plus tu avances, plus c'est ton devoir de vraiment savoir quel est ton client final et avec qui tu veux bosser. Là, en début 2024, bah, nous, on a pris le move, de virer pas mal de clients chez Lead Studio qui étaient justement trop polluants et par la data, on savait que de toute façon, ça allait mener à rien. ouais, De refaire, tous nos process de qualification justement dans le mm, form, en fait, en mettant un form qui est hyper dur et en se disant: «En fait, le client qui remplit notre form aujourd'hui, il y a 90 de chances que ce soit un client pour qui, si ça se passe bien, il y a pas de churn, si ça se passe bien». Et on le voit aujourd'hui, là, on a des taux de closing qui approchent les 100. On a Je pense qu'on a divisé par 10 le nombre de gens qui viennent nous parler. Mais pour le coup, celui qui reste, à chaque fois, il est ultra ouais, qualifié. ouais, mais Donc pour le sales, il est trop content parce que c'est que des relations saines. Bah, les clients, on commence à les connaître, on sait ce qu'on veut. Alors évidemment, d'un point de vue, chiffres, tu peux être frustré, tu te dis: «Putain, mais je comprends pas, j'avais, 4 gars qui venaient me parler, chaque jour. Aujourd'hui, j'en ai, 2 par semaine». Mais ça met une sérénité dans ta boîte, incroyable. Parce que chaque client qui rentre, il y a pas du coup de prise d'otage, et cetera. Et ça permet quand même une croissance saine. Mais j'ai envie de te dire, toutes les galères qu'on a eues avant de bien définir le client étaient ouais. nécessaires parce qu'on n'aurait pas eu ce move sans avoir cette data, quoi. Donc là, je suis pas trop, tu vois, est-ce que, mmh, je pense que c'est un processus itératif, quoi. Il faut quand même se poser la question de: «C'est qui le client avec qui tu veux bosser? Est-ce que tu es certain de ton pool client aujourd'hui? Mais À ouais, non, qui tu mais après, vas?» Et il faut regarder les bonnes datas. C'est vrai que si tu es concentré sur ton nombre de leads par jour, ben, tu regarderais mmh, le mauvais KPI, ouais, le mauvais KPI. ouais. En parlant de data, bon, c'est peut-être un peu différent pour toi, mais est-ce que t'as fait des changements de produits qui ont pu tuer ta boîte, tu vois? On en Des a f fait plein, le nombre de trucs en fait,
Non, le cœur business Lead Studio, je pense qu'on le maîtrise bien, on comprend la lead gen. Mais nous, il y a pas mal de subtilités qui est que, tu vois, à la base, on est 100% Google. C'était le positionnement Ouais. qu'on a. C'est vraiment notre cœur de métier. Mais on fait aussi du social ads, etc. Les erreurs qu'on a pu faire, c'est par exemple lancer du social ads. Donc, tu vois, ajouter une feature, entre guillemets, à notre Ouais. produit sans prévenir le client en amont. Ce qui fait Ok. que, globalement, le client, il pense recevoir du Google. Dans le feu de l'action, mes équipes, il te dit je veux plus, donc les équipes Qui lance lancent du. Facebook Ads, tu l'as pas prévenu. Alors nous, on remonte les sources et du coup, il reçoit les prospects et il voit source Facebook Ads. Le prospect peut être bon, tu vois. Hmm. Mais là, le client va se dire attends, je comprends pas. J'ai payé du Google, je reçois du Facebook. Dans l'inconscient collectif de notre marché, c'est Facebook, c'est moins cher. Je paye un lead premium Google alors que le lead Facebook nous coûte globalement aussi cher. Ben là, tu crées du noise inutile. Le bon move, c'était OK, regarde, j'ai la potentiel de te faire aussi du lead en plus Facebook Ads que tu en as besoin. Tu me le dis explicitement. Est-ce que tu acceptes qu'on ouvre aussi Facebook Ads, sachant qu'on a aussi des bons résultats? On en met un peu dans ta prochaine prod, traite-les et si tu vois que c'est pas bon, on arrête. Bah, dans le feu de l'action, parfois, tu préviens pas ton client, donc manque de communication, en fait. Alors ça, c'est pareil, ça crée une pollution, débat, parce que du coup, le client, il va en jouer en mode: «Non, mais tu m'as du Facebook, j'en veux pas, je l'ai traité, mais tu me rembourses», et cetera. Et là, tu es 100% fautif, quoi. Et c'est con, parce que tu crées du noise de manière débile. Autre chose, c'est vouloir changer de business model et penser que c'est fine d'ajouter des pièces du puzzle, et cetera. Bah, nous, typiquement, enfin, tu vois, moi, j'avais Lead Studio, certes, mais à la base, j'avais Web Market School, je faisais de la formation, je faisais du freelancing. On a essayé parfois de se dire, on veut onboarder tous les clients, il y en a qui peuvent pas acheter des leads, on va faire un modèle agence, on fait un prestat non plus à l'achat de leads, mais au fixe, et cetera. Ouais. Tu passes un temps de malade, essayer de recréer des business models, et cetera. Alors ça, c'est pareil, c'est l'éparpillement, d'ailleurs, on se l'est noté. Euh, Ça a failli nous tuer plein de fois. Mais pas parce que en fait, le business model était mauvais. On aurait pu très bien être une agence purement de lead gen, sans vendre du lead, mais en pilotant les comptes des clients. C'est juste que ça épuise tes équipes. Et ça t'épuise Non, mais mentalement. complètement. Parce qu'en fait, tu crées un noise de malade. Tu passes du temps à dire attends, mais en fait, business model, donc du coup, il faut le vendre, il faut l'expliquer, il faut conceptualiser, il faut facturer. Tu changes de modèle de facturation, donc ta compta, elle comprend plus rien. Enfin, et en fait, tu te crées plein de noise qui ont Tu crées aucune plein de valeur noise. ajoutée. Et en fait, ça te défocus totalement de ton business. Et ça, moi, je l'ai eu quand Lucie est partie globalement, quand elle a rendu le bébé et que je me suis retrouvé à 100% sur la boîte. Bah là, tu es dans une urgency de cash parce que c'est ton bébé, il faut le sauver à tout prix. Et donc là, tu rentres dans un mood où tu vas dire, ah, il faut faire rentrer, il faut tout prendre. Et on a failli exploser 15 fois, quoi. Genre, c'est 2023, et pourtant, ça restera notre meilleure année pour le moment. Mais enfin, 2024 sera peut-être meilleur. On n'a pas encore les chiffres finaux et il y a encore plein de choses à faire. Mais globalement, j'ai fait toutes les erreurs possibles en 2023, quoi. Vouloir tout prendre, faire plein de trucs. D'ailleurs, ben, les équipes qui sont restées le savent. On a lancé 150 milliards de trucs qui ont failli nous faire exploser 15 fois. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a un petit peu ralenti 2024 parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait exploser, quoi. C'est trop de trucs, ouais. Trop de trucs. Ouais. Donc, l'éparpillement Non, mais l'éparpillement, de business model. tu vois, sur la partie produit, il y a un truc, moi, qui nous a pas, enfin, qui a failli nous tuer, et je pense qu'il a tué d'autres boîtes, c'est de prêter trop attention à ce que la compétition fait. Ah ouais. Et donc, quelques petites anecdotes là-dessus, mais nous, ce qui nous a toujours fait rire, c'est que on faisait pas mal de tests de features, de produits sur notre site internet, et on lançait des nouveaux produits. Et sur la majorité du temps, il marchait pas trop, tu vois. Ouais. Et en fait, on avait quelques compétiteurs qui jouaient le catch-up game, et tu voyais que 3 mois ou 4 mois après, ils faisaient la même chose. Ils lançaient la même chose. Et alors que nous, on savait que, en fait, ça avait pas marché. Donc, j'imagine que toutes les ressources, les investissements qu'ils ont fait pour pouvoir copier le truc, ça probablement les a impactés. Et nous, ça nous a impacté une fois de façon très, très précise. Donc, c'est sur la partie e-commerce. Et il y a, je pense que vous avez peut-être entendu parler de Sunday, qui était une boîte en France qui faisait du paiement, qui permettait de scanner un QR code pour payer ta facture. Okay. Et en fait, eux, ils ont fait une levée de fonds de 20 millions d'euros au bout de 3 mois. Ouais. Enfin, c'était une énorme hype autour de ça. Et du coup, tout le monde te parlait, tout le monde dans l'univers des startups et dans notre univers nous parlait de Sunday, est-ce que vous allez faire Sunday et tout. Et nous, on avait, dans toutes nos discussions qu'on avait avec des clients, personne nous avait vraiment dit que, tu vois, nos clients nous avaient pas remonté le dire,
le fait que mes clients payent leur bill, tu vois, leur facture, Ouais. c'est un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, tu vois. Donc effectivement, en tant que consommateur, au lieu de lever la main et de demander l'addition, de C'est mieux scanner de un QR payer code, c'est direct. sympa. Mais tu vois, est-ce que ça répondait ça répondait à un problème fort où les mecs étaient prêts à payer? Non. Nous, on n'avait jamais eu ce retour-là. On a fait l'erreur de se dire, OK, il faut aussi qu'on ajoute ça, Ouais. c'est sympa et clairement, c'est une des grosses erreurs que j'ai fait, tu vois, même en termes de stratégie de boîte, d'emmener un peu la boîte là-dessus. Et en fait, on a perdu des mois de développement de produits et pour un truc où, en fait, les restaurateurs étaient pas prêts et ça coûtait quand même assez cher de faire ça, ils étaient pas prêts à payer ça. La mise en place dans les restaurants était aussi très compliquée et du coup, ça a été un truc, qui nous a Parce que tu as coûté voulu énormément d'argent. copier Parce que Sunday. et donc la leçon, c'est, les compétiteurs, c'est très bien et parfois ils t'inspirent, ils te motivent et tout, mais tout ce qui est développement produit, il faut que tu aies les feedbacks des gens qui utilisent ton produit et qui sont prêts à payer pour ça. Et te laisse pas influencer par tous les bruits que tu peux entendre autour de C'est ça, marrant quoi. parce que nous, on a fait la même erreur. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai deux métaphores que je garde en tête à Ouais, chaque fois que je sais que je tombe dans cet écueil-là. C'est déjà sur la compétition. C'est, je sais plus qui a dit cette phrase, mais ça a toujours marqué. C'est en gros, si de toute façon, si tu copies l'autre, tu verras que son cul. ouais. Et- Non, mais Non, c'est mais, très vrai, c'est donc, très vrai. il faut arrêter de regarder ce que font l'autre et c'est à toi de comprendre ton marché pour avoir Ouais, des ouais. bonnes idées. Nous, ce qui est terrible avec la lead gen, c'est qu'aujourd'hui, on fait tous du Google, du Facebook, toutes les bibliothèques publicitaires sont ouvertes, donc tu peux voir toutes les LP de tes concurrents, tout ce qu'ils font, tous les positionnements, etc. Et donc, c'est très, très facile de copier. D'ailleurs, on se tape des barres parfois avec nos équipes parce qu'on voit des personnes qui ont essayé de nous copier, Bah oui. on voit nos landing pages ou nos expériences de conversion, mais nous, on a la data, on sait que ça n'a pas Bah marché, oui, tu non, vois. mais Et on c'est, sait que tiens. le mec, il est passé sur nos ads, et du coup, là, on se tape des barres, on se dit, ah putain, il a copié ça, mais alors soit il est bon, il a réussi Mais c'est à très bien dur, hein, parce que matérialiser, ça, il y a énormément et ça, de noise là-dessus. c'est très drôle, et en même temps, c'est tellement tentant de te dire, ils le font, il faut que je fasse pareil, etc. Alors que ça se trouve, ton compétiteur, il est en train d'en chier, etc. Et il se dit, enfin, tu vois, mais j'aurais jamais dû faire ça. Et la deuxième, c'est typiquement, moi, c'est la métaphore du resto, sur toutes ses features, etc. C'est quand tu dois aller au resto, tu préfères une carte d'un resto qui fait que des sushis, ou tu préfères le resto qui fait Qui des fait tout, sushis, du ouais. barbecue, de la pizza, de la paella et des tapas, quoi. Bah, tu sais par Ouais, expérience que ouais, globalement, ouais. celui qui fait que des sushis, il n'y a pas trop de choix, mais il va bien le faire, quoi. Et c'est pareil avec ton produit, et ça, pour le coup, je pense que c'est tellement tentant au début, tout le monde va faire l'erreur, mais essaie de garder ça en tête que à vouloir tout faire, en fait, tu fais jamais rien de bien, tu fais que du De toute façon, on en médiocre. revient toujours à la base. C'est être très précis sur quel est ton client et ton client type. Mmh. Et tout découle de ça. Si t'arrives à garder cette discipline, cette structure Ouais, et à toujours itérer là-dessus, globalement, tu évites pas mal d'erreurs, quoi. t'es plutôt bien. En tout cas, sur la partie stratégie. Après, il te reste pas mal d'autres paramètres qui peuvent tuer. Un des grands points en général qui ressort souvent, c'est la partie recrutement. Mmh. Faire les mauvais recrutements. T'as des exemples, toi, qui t'ont Avant impacté? d'aller sur les recrutements, juste pour terminer sur la partie client, etc., ou compétition, Ouais, et après on bien ira sur sûr. les recrutements. Un truc, tu vois, moi aussi, une des images que j'ai pas mal en tête, c'est aussi, quand même, tu vois, Blablacar ou Facebook, ils ont jamais été les premiers sur leur marché. Ils ont globalement beaucoup copié aussi. Donc c'est pas qu'il faut pas copier, mais il y a aussi parfois quand même tes compétiteurs, ils vont avoir des très bonnes intuitions. C'est quand même des très bons Ouais. accélérateurs d'idées. Hem et il faut se dire qu'aussi que c'est pas parce qu'il le fait qu'il est en avance et que tu peux plus catch up, et que tout va beaucoup jouer aussi dans l'exécution. Hem, une des erreurs aussi, je pense, qui peut tuer ta boîte, c'est de pas accepter aussi que parfois tu t'es planté ou quelqu'un le fait mieux que toi, et que, tu te dis: «C'est trop tard, c'est trop late». Non, il faut se dire que lui aussi, il est parfois, enfin, c'est un infinite game, quoi. C'est pas parce qu'il a lancé le truc qu'il a une bonne intuition que tu peux pas copier et faire mieux que lui, et que c'est pas parce que c'était le premier à le faire que c'est terminé, quoi. Et que souvent, il faut aussi se concentrer sur l'exécution. Tu vois, je pense à nous, sur notre marché, on a un acteur qui s'appelle Ipto, qui a lancé tout ce qui s'appelle le lead conversationnel. Donc, qui repose sur une technologie qui s'appelle Landbot. Ouais. Donc, c'est des petits chatbots conversationnels qui permettent de faire du lead. Ils ont été les premiers à lancer ça. Ils ont lancé un modèle qui s'appelle Conversocia Ads, si je ne me trompe pas. Globalement, tout le monde a copié ça. Tout le monde a copié ça. Ça fait du lead de très, très bonne qualité.
Et c'était un très bon move. Et ils ont apporté une très, très bonne vision là-dessus. Mais tous les acteurs du lead, je pense, ont vu ça. Et le mauvais move là-dessus, c'est de se dire, attends, ils font ça, on les copie pas, on essaie de faire notre truc, etc. Non, en fait, la technologie Landbot était excellente. Évidemment qu'il fallait aller dessus parce que ça a apporté des très, très bonnes choses au marché. Aujourd'hui, Ipto reste excellent là-dessus, mais tu vois, il y a des gros acteurs comme Opportunity, DoLead, nous aussi on le fait, etc., le Landbot. Clairement, ça permet d'apporter du meilleur lead. Donc, c'est très simple pour ton marché. Et maintenant, c'est un peu la compétition de qui va le mieux surfer sur cette technologie-là, quoi. Et donc, certes, si tu copies ton compétiteur, tu verras que son cul. Mais parfois, voir son cul, c'est pas mal aussi. Et tu vas c'est peut-être lui à la fin qui va voir que ton cul. Non, mais ça peut te donner des bonnes idées, mais il faut toujours compléter ça avec un vrai feedback client. C'est ça. Est-ce que ce problème-là, Oui, il existe ouais. vraiment, tu vois. Donc, c'est pas simplement peut-être. Ça peut te donner des idées, mais c'est comme, tu vois, quand tu as une idée de boîte, tu as ton intuition, et après, tu vas aller valider auprès du marché si vraiment il y a un besoin. Je pense que c'est sur la nouvelle feature, c'est le nouveau développement, c'est à peu près pareil. Après, si on veut donner des sortes de framework un peu pour permettre aux gens de réfléchir, moi, il y a globalement deux façons quand j'analyse un marché sur la stratégie. C'est est-ce que c'est un marché d'éducation ou est-ce que c'est un marché de correction? Et est-ce que c'est un marché de remplacement ou est-ce que c'est un white space? Donc, juste pour donner un exemple dans le secteur dans lequel on est. Par exemple, sur la commande en ligne. Donc, l'éducation, c'était on va éduquer les clients et les marchands à accepter des commandes en ligne. Donc, ça, c'était un play que Deliveroo, Uber Eats ont fait. Ouais. Qui, en général, quand tu es sur un marché d'éducation, ça veut dire qu'il faut que tu changes le comportement de tes clients. Et donc, ça nécessite beaucoup d'investissement et c'est très compliqué à éduquer. Donc, ça veut dire que dans ta stratégie, tu sais que tu vas devoir dépenser beaucoup d'argent pour arriver à éduquer ça. En revanche, un marché de correction, c'est le premier arrivé sur le marché, il a éduqué. Ouais. Mais forcément, peut-être dans son modèle, il y a des choses qui sont pas énormes et qui sont pas géniales. Et du coup, toi, tu viens ajouter une brique ou une technologie qui vient corriger. Donc, typiquement, nous, dans notre cas, on était sur un marché de correction. Ce qui était cool pour nous, dans le sens où on n'avait pas besoin d'éduquer les restaurateurs à comment est-ce que j'accepte une commande en ligne, comment est-ce que je l'envoie dans ma cuisine, parce qu'ils avaient déjà tout ça. Par contre, on venait leur apporter le business model. Et ensuite, remplacement ou white space, typiquement, encore une fois, dans notre cas, nous, on venait corriger un marché qui avait été éduqué, mais cette correction, elle n'existait pas encore dans la plupart des marchés. Donc, il y avait très peu de restaurants qui avaient leur propre système de commande en ligne. Mais si aujourd'hui, je rentre sur ce marché-là, la plupart de tous des restaurants, ils ont leur propre système de commande en ligne. Donc, c'est un marché de remplacement. Et donc, là, sur la partie remplacement, si tu es sur un marché de remplacement, il faut que tu aies un produit qui soit, ou un business model qui soit 10 fois meilleur que le gars qui existe déjà. Donc, en fonction de ces 4 clés, tu peux te dire, je OK. connaissais pas, ça c'est hyper stylé. Est-ce que il faut que j'investisse beaucoup pour éduquer ou en fait je peux corriger? Et est-ce que les gens utilisent déjà ma solution, auquel cas ou pas? S'ils n'utilisent pas, il faut que je fasse la feature la plus forte possible et après que j'accélère énormément pour aller choper une grande partie du marché. Tu unlock un truc de malade en fait. Tu vois, typiquement, je vois pourquoi Facebook, ils sont trop forts. Parce que Facebook, en fait, ils sont jamais dans l'éducation. Ouais. Mais par contre, ils regardent qui commence à éduquer le marché. Tu vois, dernièrement, la ChatGPT, tu vois, ils ont laissé ChatGPT. Je crois que l'AMA 4 là, qu'ils ont lancé, c'est une dinguerie. Ils ont corrigé toutes les daubes de ChatGPT et je pense qu'ils vont éclater le truc. Et en fait, j'ai l'impression que l'histoire de Facebook, c'est ça. C'est MySpace, j'éduque aux réseaux sociaux. Short Facebook, c'est mieux. Je laisse Insta, bon là je le rachète. Snap, les stories, les machins, je les laisse faire, ça prend. Je te dégomme le truc, je te fais les shorts, les bidules, les reels. Mais ça c'est un business model qui est vieux. Tu vois, j'ai bossé chez L'Oréal aussi en stage. Et la stratégie de L'Oréal, c'est exactement ça. Je laisse les gens innover. Dès que je vois une innovation qui est sympa et qui commence à avoir un marché, je fous mes énormes équipes de marketing, mon pouvoir de distribution incroyable, et je vais soit je rachète le gars, soit je vais tuer le marché parce que j'ai un pouvoir de distribution. Et Facebook, c'est pareil. C'est trop stylé, quoi. C'est quoi la phrase? C'est les experts copient, les artistes volent, un truc comme ça. Il y a une il y a une phrase comme ça où typiquement, en fait, tu vois, quand tu es dans cette position-là,
ton devoir en tant qu'artiste, c'est de comprendre ce que fait l'autre, de le faire mieux et de te réapproprier le truc à la fin, Ouais, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, Facebook, bah, c'est vu comme l'expert des réseaux sociaux, etc. Mais en fait, à la base, l'idée du réseau social, c'était MySpace, tu ouais, vois. ouais. Google, c'était Netscape, Yahoo, quoi. Et pourtant, aujourd'hui, ils ont juste volé le truc. Alors, ils l'ont fait mieux, hein. Euh, et du coup, je trouve que je connaissais pas du tout ce triptyque-là et c'est hyper stylé de savoir en fait dans quel marché tu te bats. J'ai quand même le sentiment que c'est quand même beaucoup plus simple d'être dans un marché de remplacement ou de correction que d'éducation. Éduquer, c'est hardcore, quoi. Ouais, tout est compliqué, mais en fait, il faut bien comprendre ce paradigme parce que éduquer, c'est hardcore, donc ça nécessite beaucoup d'argent. Donc, on repartait sur la partie levée de fonds versus bootstrap. Ouais, Ça reste très compliqué d'éduquer en bootstrap, d'aller là, pour le éduquer coup. en bootstrap. Tu Ouais, vois. ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est évident. Et- Mais du coup, ça fait le lien avec pas mal de choses qu'on a dit, qui est qu'en fonction de quel entrepreneur tu es et comment tu te sens, Bien sûr. travailler sur un marché où tu vas devoir éduquer et que tu veux faire du bootstrap, Mm. il y a quand même peu de chances que tu t'en sortes à la fin et que tu te retrouves dans les 2 ans Dans les 2 ans. à changer et à fermer le bébé, quoi. Et même, tu vois, et du coup, pour faire le lien avec la partie recrutement, Mmh. quand tu sais aussi dans ce paradigme-là, bah, les profils que sont tu vas peut-être recruter dedans. derrière Vas-y, on y va sont pas les mêmes, sont sur pas les mêmes les sur le truc. sur les recrutements, là. Bon, bah, on a pas mal parlé, mais c'est obvious que de toute façon, se planter dans le recrutement, c'est quand même la clé pour planter ta boîte. Hem, Sans balancer des noms, mais Non, mais je pense quelques que, anecdotes de recrutement raté, alors effectivement, cher Benjamin. c'est très dur quand tu te plantes, et je pense qu'en général, la plupart du temps, c'est Ah ouais. ta responsabilité. C'est parce que t'as pas bien analysé tes besoins ou tu t'es laissé influencer. Donc moi, erreur classique. J'ai recruté quelqu'un qui m'avait été recommandé par mes investisseurs. Euh, Pas un très bon feeling, mais je fais quand même le move parce que De le pression recommander. externe. Encore les investisseurs, là. Ouais, j'en profite, Bootstrap, les amis. et du coup, cette personne-là rentre dans la boîte, euh, exécute bien, commence à avoir des résultats, mais culture vraiment pas Qui va pas, quoi. qui va pas. Et du coup, tu te retrouves dans ce paradigme. Ok, elle a des résultats, mais ça fit pas du tout en termes de culture. Mmh. Et du coup, ça commence à avoir un impact vraiment négatif sur le reste. Donc, est-ce que je garde quelqu'un qui délivre, mais qui est pas dans le bonne culture fit? Euh, C'est la, hyper dur, ça. la leçon que moi j'en ai tirée, je sais pas si, mais c'est que le talent ne justifie pas tous les effets négatifs que tu vas avoir. Tu vois, je pense qu'on a pris peut-être un peu trop de temps pour laisser cette personne partir, et entre-temps, ben, il y a 2-3 employés qui étaient super, qui ont quitté la boîte parce que Bah, c'est le truc parce de la que pomme ouais, pourrie qui exactement, contamine la pomme pourrie et tout. Donc tout le reste, quoi. ça peut faire très très mal. Et je pense que clairement, la clé là-dessus, et j'ai rencontré un gars qui a monté une boîte bootstrap Mmh. pour le coup, et qui me disait cette phrase, soit ils partent au bout de 3 mois, soit ils restent à vie. Et mes employés. Et en fait, c'est le hire slow, fire fast, c'est très vrai. Ouais. Et Bah, et c'est surtout, très vrai à Dubaï, mais en France, bah, t'as quand même la période d'essai, en fait. Et normalement, mmh. au bout de, alors je sais pas si toi, mais moi, c'est au bout de 2-3 mois, Mmh. t'as quand même une intuition. Ouais. Et si t'as une intuition ou t'as un petit doute, À il côté de faut, doute, il y a pas de doute. ouais, il faut laisser la personne partir, même si elle a tous les pédigrés qui sont exceptionnels, même si elle a été fortement recommandée, même si ça nécessite des discussions compliquées avec plein d'autres personnes. Faut pas transiger là-dessus. Parce que j'ai pas eu un seul exemple de personne où j'ai eu un petit doute à un moment sur ces 3 premières phrases, et finalement ça s'est inversé. Je me suis dit en fait non, à chaque fois ça s'est Je pense empiré, que ça s'est jamais amélioré. c'est marrant, mais ça, j'ai l'impression que j'entends dans tous les podcasts que Ouais. j'écoute, mais j'ai quand même l'impression qu'il faut que tu le vives au moins une fois, whatever, pour en être certain, tu vois? Ouais, pour moi, cette erreur de management, enfin de recrutement, on va tous y passer. Genre, il faut pas avoir peur, de pas recruter ou de prendre c'est évident, on va la faire, mais effectivement, c'est nécessaire, quoi. C'est comme l'eau chaude, il faut se brûler un moment pour savoir qu'il faut pas mettre sa main sous l'eau chaude, quoi. Mais du coup, mais c'est vrai, et peut-être un conseil pour on en parlait dans un des podcasts précédents, c'est
d'anticiper en amont ces recrutements pour pouvoir passer du temps Ouais. à rencontrer pas mal de profils. Et c'est vrai que tu as parfois aussi envie d'aller vite. Bon, parfois, tu as des coups de cœur et ça se passe bien. Mais sur des rôles quand même assez clés, c'est important de rencontrer pas mal de personnes. Ça prend du temps et il faut vraiment Ouais. se dédier cette plage pour pouvoir prendre le temps d'affiner tes besoins là-dessus. J'avais écouté une masterclass là-dessus, je sais plus, sur le recrutement, mais c'était quelqu'un qui disait globalement, si tu veux bien recruter sur un besoin que tu as identifié, c'est donc, déjà, tu mets sur papier, tout le Ouais, process, qu'est-ce que ça veut dire, faire, le recrutement chez toi, qu'est-ce que tu recherches comme talent et cetera, avec les tests, les machins, toutes les étapes de recrutement. Tu fais un très bon process et ensuite, c'était surtout sur le volume de candidatures qui était qu'il te disait: «Whatever, tu prends 50 candidatures. Tu sais que sur ces 50 là, tu diras jamais oui. Par contre, tu fais un tri dans les 50 et tu regardes c'est quoi globalement dans les 50 l'average profil ouais, qui te semble bien et pour lequel tu sais que si il était avec toi, ça pourrait le faire, quoi. Tu prends aucun et par contre sur tous ceux qui rentrent après, dès que tu en as un qui est au-delà de cet average profil, ouais, ouais, ouais. tu dis oui. Tu dis Mais oui. du coup, en fait, tu as une base de tests sur lesquels tu te coupes de certains Mmh. profils pour lesquels ça l'aurait fait. Mais la part de risque que tu te plantes sur les 50 suivants versus en fait cette part de test, tu dis: «Ouais, en fait, tous ces mecs-là, je pense que, en fait, c'est voilà ce qu'il m'aurait fallu par rapport à tout ce que j'ai eu» et que tu as eu suffisamment d'ampleur, pour comparer, qu'il y a très peu de chances que sur les 50 suivants, quand il y en a un qui tombe dans ces grilles-là, Mmh. qu'il soit pas bon, quoi. Et c'est là où, du coup, je lis ça à une erreur, qui peut être faite quand tu es jeune, c'est que c'est hyper dur d'avoir 100 personnes, 100 candidatures, de personnes à peu près, intéressées pour Ouais, rejoindre ton ouais. prospect et donc, hem, l'erreur est de ne pas travailler dès le début sa marque employeur pour pouvoir se permettre d'avoir, le droit d'avoir ce Mmh. pool, assez large de freelance ou d'entrepreneurs et cetera. Bon, je dis freelance que nous, on recrute beaucoup de freelance. Hem et ça, ben, moi, c'est des choses sur lesquelles quand on était avec Lucie, on avait recruté, pas mal de freelance au début. Il y en a pas mal qui sont partis parce qu'en fait, on n'avait pas encore bien pris le temps de construire un lead studio. D'ailleurs, on n'avait même pas lead studio à l'époque, on prenait, des gens à droite à gauche et cetera. On n'avait pas du tout assez de volume, de tests, de profils qu'on avait rencontrés pour le poste. Ils sont tous morts, quoi. Et que c'est à partir du moment où on a créé lead studio, qu'on a voulu créer tu vois, une vraie, image de marque, une vraie culture de boîte et cetera. Aujourd'hui, en fait, tous ceux qui sont encore dans les studios, ils ont passé cette étape des 3 mois et on s'est pas trop planté, quoi. Ouais, mais parce que c'est comme ton marketing pour attirer des clients. Si tu fais ça bien, tu attires les bons profils Mmh. et du coup, Mais par en contre, général. ça peut clairement te buter, hein. On avait eu une alternante au tout début, je crois que c'était en 2020, on avait pris une alternante qui était censée faire tout ce qui était écrire et cetera. Et ça a failli nous tuer avec Lucie parce qu'en fait, elle a été pas du tout, à l'aise dans, la partie lead gen. Pour le coup, elle avait les bonnes compétences, mais elle était pas bien et en fait, elle a quitté et c'est elle qui s'est barrée au bout de 3 mois en mode: «C'est pas ce que je veux faire, je me reconnais pas, c'est pas du tout le marché que je veux». Mais pour le coup, là, on s'est retrouvés comme des cons avec Lucie parce qu'on avait vraiment besoin de ce truc. On a perdu 3 mois, on avait besoin de délivrer vachement de créa et là, ça a failli vraiment mettre, en péril la boîte, quoi. Ouais. Et donc on a dû réinterniser le truc nous-mêmes. Lucie a dû remettre la main dans les créas et cetera, refaire toutes les landing pages. On a perdu un temps de malade et ça aurait pu nous tuer, quoi. Non, mais c'est souvent, ouais, tu mesures pas bien le temps que tu perds, l'argent que tu perds quand tu fais le wrong hire. C'est vraiment Mmh. un coût énorme de pas bien le faire. Un autre truc, c'est pas vraiment wrong hires, mais c'est plutôt euh, laisser trop, enfin, avoir du mal à mesurer si les personnes que tu as emmenées avec toi au début de l'aventure arrivent à grandir suffisamment pour pouvoir prendre des postes plus importants Ah dans oui. la boîte. Nous, on a eu ce challenge-là et c'est aussi très compliqué. Ça peut aussi te tuer. C'est que au début, on avait recruté des personnes pour nous accompagner au tout début qui étaient super multitask, très flexibles, pour faire plein de choses, euh, hyper utiles sur cette phase-là. Et forcément, comme ils sont avec toi depuis le début, bah, tu as envie qu'ils grandissent avec Mmh. toi, tu as envie de les récompenser, tu as envie quand la boîte se développe, qu'ils prennent de plus en plus de responsabilités. Sauf que il y en a certains qui arrivent et d'autres qui soit ont pas envie de faire ça, soit arrivent pas à se développer. Et ça aussi, ça peut te tuer. C'est que si tu prends pas les bonnes décisions rapidement OK, cette personne-là, elle a été très utile sur cette phase-là, mais sur la prochaine phase, ça va pas être le bon profil.
Et du coup, il faut que j'aille recruter quelqu'un. Il faut que j'analyse Mm. bien si elle va être capable d'accepter de prendre un rôle différent ou de partir ou même d'être managée par quelqu'un de plus Ouais, senior. Ou alors, il faut que j'arrive à la laisser partir. ouais, c'est très dur ça. Et moi, tu vois, typiquement, il y a des personnes que j'aurais dû faire partir Plus plus vite. rapidement parce qu'ils n'étaient pas prêts à s'adapter à cette nouvelle structure. Et ça te coûte de l'argent et ça te coûte aussi beaucoup en termes de À, culture de boîte. à Dubaï, tu peux virer comme tu veux. C'est comme aux US où il y a un peu plus Ouais, de. en fait, il y a un contrat qui est assez clair. Je pense que ce qui est un peu ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est que tu définis au moment de la signature du contrat les règles de fin de contrat. Donc, typiquement, tu sais que si tu dois arrêter le contrat, bah, tu vas payer peut-être entre 1 mois ou 3 mois de Ok. salaire, ils vont avoir Pour telle amende, d'indemnité, ouais. gratuité et tout. Mm. Et du coup, bah, c'est une décision que tu peux prendre de ton côté. Tu respectes les termes du contrat et tu peux laisser Mais il y partir a des la personne. prud'hommes, des machins, des trucs comme ça ici Bah, ou... il y a des droits du travail et tout, mais Ok. globalement, c'est pas est-ce que tu avais le droit de licencier cette personne-là, c'est Est-ce que tu tu l'as l'as bien laissé fait? partir et est-ce que tu as respecté les règles du contrat. Et si tu n'as pas respecté les règles, bah, Mm. tu peux avoir des soucis, mais si tu respectes les règles, globalement, Et il y a pas il y a des charges et tout? des charges. Bah, Des charges, des charges. non, mais de type, en fait, moi, je le vois, tu vois, un truc enfin, sur lequel je fais toujours très attention, aux grandes dames de mes équipes d'ailleurs, probablement, c'est que je vois ce que ça veut dire embaucher un CDI en France, en termes Mmh. de charges, de coûts Ouais, ouais. fixes, de complexité, effectivement, ça se passe pas bien. Et moi, c'est un énorme frein, typiquement, parce que, en fait, quand je vois ce que reçoit un salarié à la fin, versus le brut qui touche, versus le coût final entreprise, Ouais, c'est une dinguerie. ouais. Donc, ne pas avoir bien ça en tête, en tant que fondateur, je pense que ça peut être une erreur parce que tu peux très vite te mettre des énormes coûts fixes dont tu as pas conscience Mmh. parce qu'en fait, on se fait éclater d'un point de vue charge. Forcément, ça va te ralentir d'un point de vue croissance parce que parfois tu as besoin de cette personne-là, mais tu peux pas te le payer. Hem, donc ça, bah, encore une fois, c'est Ouais. des choses à savoir en France. Ma question est à Dubaï. OK, donc on a eu un petit souci caméra, mais tu me demandais si, il y avait Mmh, des charges à Dubaï. Donc, ouais, non, Dubaï, c'est salaire net égale salaire brut. Donc, OK, ce que tu payes, c'est ce que ton employeur reçoit. Donc OK. ça simplifie pas mal les choses. Après, tu as quand même des frais, tu vois, par exemple, de visa. Donc, il faut que tu payes des visas, c'est quand même un sacré coût. Tu frais d'assurance aussi, non? Ça coûte, ouais, donc le visa, ça coûte aux alentours entre 2 000 et 3 000 euros juste pour faire un visa. Et OK. si tu embauches quelqu'un Qui se casse au bout de et qui 3 se mois, casse au bout de 3 mois, il y a certaines boîtes qui demandent à l'employé d'en rembourser, mais c'est vraiment abusé. Mais en général, tu as perdu ça. Et après, tu as les frais d'assurance, donc il faut que tu prennes une bonne assurance pour tes employés, évidemment. Et ça coûte aussi pas mal d'argent. Et donc tu as pas de charge, mais tu as quand même, il y a quand même des et coûts c'est annexes, quand même des coûts annexes qui sont plus facilement. neutres. Et donc, il faut quand même que tu réfléchisses bien avant de faire ces embauches, quoi. OK, intéressant de savoir ça. Il nous reste une petite demi-heure. On a beaucoup parlé, de ce qui peut tuer ta boîte, mais je pense que la clé dans tout ça, c'est qu'est-ce qui peut te tuer? Alors déjà, avant qu'on aille sur ce dernier, pan, je pense que, c'est intéressant de voir que, entreprendre, c'est quand même faire des erreurs tout le temps, quoi. Et c'est aussi la magie, de l'entrepreneuriat et de monter des boîtes, c'est que, si, comme à l'école, en fait, tu es dans une logique de: «Il faut que j'ai 20 sur 20 et que, je vais être noté sur, ma capacité à pas faire des erreurs», en fait, tu es sûr de Mmh. pas entreprendre et peut-être de mourir, que ce soit toi ou ta boîte. Et entreprendre, c'est juste accepter d'être dans Dans l'erreur l'erreur. Ouais. perpétuelle et par contre d'avoir une capacité, je pense, à les corriger, quoi. Bah, c'est l'erreur ultime, j'ai envie de dire. C'est si tu fais toujours les mêmes erreurs et que tu apprends pas de tes Ouais, erreurs. voilà, C'est OK de exact. faire des erreurs, mais ce qui est pas OK, c'est de reproduire toujours les mêmes. Faire 2 fois la même erreur, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Bon, ce qui nous amène à ce qui peut tuer ta boîte, mais aussi, en entrepreneuriat, ce qui peut te tuer toi, enfin, ce qui peut te tuer toi, le burn-out et compagnie. Tu as probablement des feedbacks ou des expériences où tu sens que le problème, c'était plus vraiment la boîte, mais c'était toi? Ou Ouais, tes bah, erreurs? là-dessus, je sais pas enfin, j'ai pas jamais été diagnostiqué, mais je pense que si j'étais pas, je pense que je passais très près d'un burn-out, bah, justement, pour faire le lien avec le début de l'entretien, au Mmh. moment où,
On était default dead. Dead. Donc, on était dans cette situation où on brûlait du cash. La levée de fonds était compliquée parce que bon, on n'avait pas les fondamentaux qui justifiaient de pouvoir faire une bonne levée de fonds et le marché était en train de changer. Mm. Et du coup, il y avait vraiment un moment où tu sentais qu'il y avait le mur. Et du coup, moi, en plus sur ma situation perso, bon, je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus, mais il y avait des challenges d'un point de vue perso sur la santé de mes enfants. Et c'est vrai que Ça allait tout d'un coup, quoi. l'accumulation de stress de la boîte, des conséquences que ça pouvait avoir, surtout sur ma famille, Mm. et si ça a planté, il y a eu un moment où c'était très, très, très compliqué. Et je pense que si j'étais pas en burn-out, j'étais Ouais, vraiment, t'étais proche. très proche. Peut-être la leçon à tirer là-dessus, c'est que, bah, c'est génial d'avoir un cofondateur dans ces cas-là parce que, il est Il supporte. en fait, en général, l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes et Mm. quand tu es en cofondateur, ce qui est pas mal souvent, c'est que parfois tu es dans la descente et lui, il est dans la La montée. montée et tu t'aides dans ces cas-là. Et donc, là, je remercierai jamais assez ma femme et Vinny, mon cofondateur, pour tu vois, m'avoir aidé dans ces Le moments-là et avoir support. été très fort dans ces moments-là. Et je pense que l'autre pilier qui m'a pas mal aidé, c'est de me recentrer sur certaines petites habitudes, donc typiquement le sport, et vraiment d'essayer de prendre chaque jour euh, Comme l'un il après vient, l'autre, ouais. et de se concentrer sur des petits détails. Euh, ok, tu es dans un tunnel, mais il faut y arriver. Tu vois, pour le coup, la course à pied, parfois, les longues distances aident aussi d'un point de vue mental à aller là-dessus. Mais, Je suis euh, convaincu. mais ouais, et typiquement, je me suis beaucoup reconcentré sur cette partie habitude, routine, Ouais. et c'est une des leçons pour les prochaines aventures entrepreneuriales, c'est de jamais transiger là-dessus parce que ça t'aide à C'est ce qui éviter te rend insubmersible. insubmersible et ça t'aide à éviter ce genre de burn-out et tout. Puis bon, évidemment, l'autre point, c'est de faire super attention sur cette partie cash parce que c'est vraiment ça en tout cas, moi, de mon côté, c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup impacté, quoi. Ouais. Bah, en même temps, si ta boîte s'arrête, c'est sûr que c'est pas évident, quoi. Ouais. Surtout quand tu as tout basé, aussi la famille dessus et que la famille ce que je trouve qui est très difficile aussi et qui peut accentuer heu, ce biais-là. Alors moi, j'ai la chance de pas encore l'avoir, mais c'est que quand tu entreprends, c'est déjà dur. Mais ce qui est encore plus dur, je pense, c'est quand tu entreprends et que tu mets des gens dépendants de ta réussite. Ouais. Hem, Parce que quand tu es solopreneur et que si tu te plantes, ça n'implique que toi, bah, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais ce qui est plus dur, c'est que si tu sais que tu te plantes et que ça implique toute ta famille, tous tes proches ou Non, mais même tous tes ouais, salariés, non, ton mais cofondateur, c'est vrai que ça met une grosse pression. c'était Comment tu mais toi tu c'était, il y a pas de mots, mais tu vois, on a dû laisser partir, quasiment 50 mmh, de la de boîte? la boîte. Et en fait, chaque histoire est très est terrible, tu vois? Parce que Mmh, tu mets des personnes, dans les difficultés parce que tu as pris des décisions, mmh, qui ont été mauvaises, tu vois? ouais. Et d'un point de vue psychologique, c'est très, très dur. Et ça, comment tu le vis? Comment tu l'as vécu Écoute, il y a et pas de je pense qu'il y a pas de bonne recette. Le parti pris que j'ai eu, c'est d'essayer d'être le plus honnête, ouais, et transparent possible sur les raisons pour lesquelles on devait faire ça. La vérité, c'est que je pense que les gens, ont aussi du mal à comprendre, et que ouais, du faut aussi accepter, il faut pas le prendre, enfin, faut juste accepter qu'ils vont penser qu'ils ont que tout t à fait le droit, mmh, que penser que tu es un tu es un connard, connard, que ouais, tu es un con, que tu tu devrais un sale jamais être là patron, où ouais, tu es, ouais, et ça fait partie faire des avec, choses, il faut faire avec. accepter, ouais. Et l'autre point aussi, c'est que, et donc ça, je pense que c'est aussi une leçon, une des erreurs dans ce moment-là où tu dois laisser partir les gens, c'est que si tu prends cette décision de devoir, laisser partir les gens, assure-toi de la faire de le faire pour que tu aies pas besoin de le refaire, quelques semaines ou quelques mois après. Ouais, Donc, c'est aussi très compliqué parce qu'évidemment tu vas sur un travail sur qui je garde et qui je laisse partir.
Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut être très dur et laisser partir presque plus que ce dont tu as besoin. Parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser partir des gens et du coup d'être très transparent pour les gens qui restent en leur disant maintenant, bah, on est tous dans le même Mmh. bateau, il faut qu'on arrive à sauver la boîte et qu'on arrive à relancer le truc. Et 3 mois après, devoir refaire le même outil. Et ça, c'est aussi une des erreurs que je vois souvent, que nous, on a faites et que D'autres d'autres peuvent boîtes faire. font, c'est que tu fais par petites touches. Mmh. Et, Small et, adjustment small et adjustment, là, qui malheureusement, changent rien. le conseil, c'est quand tu le fais, il faut le faire. Il faut faire tu vois, c'est comme quand tu coupes enfin, t'enlèves le sparadrap d'un coup, tu passes le truc et après, tu repars Ouais. sur une nouvelle dynamique. Et finalement, tu vois, on l'a plutôt pas mal fait. Et les 6 ou 9 mois avant de vendre la boîte, ça a été les meilleurs mois de notre entreprise. Tout le monde D'un point s'est de vue remis, interne, parce que tout le monde était à fond et ceux qui dedans. restaient, On a corrigé, on avait commencé à apprendre et en termes de croissance, de mmh, profitabilité et tout, on est rentré et ce qui nous a permis aussi d'être, du coup, de pouvoir, vendre la boîte dans des bonnes ouais, conditions, parce que, tout le monde s'est serré les tout coudes, le quoi. monde Et était ça, aligné. c'était je pense que quand on discute avec, tous les gens qui ont fait partie de cette aventure, c'est presque, leur meilleur souvenir, c'est Après. 9, 12 derniers mois après, quoi. Ouais, donc être plutôt transparent, dire les choses Ouais, et quand tu sais qu'il faut le faire à fond et pas faire des small adjustments, quoi, sur la boîte. Je pense qu'aussi, c'est savoir à partir du moment où tu embarques des gens dans ton projet, effectivement qu'il peut y avoir ce côté-là et se préparer potentiellement à ça, quoi. C'est-à-dire que encore une fois, avoir des gens qui dépendent de ton business et de tes prises de décision et de toi en tant que CEO, c'est pas la même chose que de le faire tout ouais, seul. Tu vois, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui, solopreneurs. Il y a beaucoup de solopreneurs ou de freelance qui veulent se lancer en mode, je crée une agence, j'embauche des sûr. personnes, mais c'est tellement pas le même métier. Nous, on a démarré comme ça avec Lucie, hein, et c'est vrai qu'à partir du moment où on a commencé à embaucher des personnes, avoir des CDI, et cetera, avoir, des contractors qui dépendent 100 de nous, ça te met un niveau de pression beaucoup plus élevé que quand tu es tout seul. Ouais, Et ça, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui arrivent pas à faire le switch et qui, dès que c'est dans le moment un peu dur, bah, en fait, tu parce que pour le coup, la charge mentale humaine est trop dure, quoi. Alors, soit tu es en mode Elon Musk, Asperger, rien à foutre, je suis très fine avec, enfin, rien à foutre, tu es très très bon à manager ça et cut, etc. Soit, tu as une âme quand même ultra ouais, sensible et ouais. ça va te donner tellement de charge Non, mais c'est mentale de voir les gens qui, effectivement, pensent du mal de toi, alors que toi, tu sais que tu as donné le meilleur de toi-même. C'est très, très dur, quoi. Moi, je l'ai un peu eu, entre guillemets, ah bon, il y a quand Lucie est partie, c'était extrêmement dur. Mais typiquement en fin d'année, là, 2023, après cette année, rocambolesque, typiquement pour, tout ce qu'on s'est dit là, éparpillement, heu sous-staffing et cetera. Mes équipes m'ont remonté, pas mal de plaintes en mode: «On n'y arrive pas, c'est trop dur, j'en ai marre» et cetera. Et franchement, c'était assez dur d'un point de vue, moi, entrepreneurial, parce que déjà, j'étais tout seul et 2, tu te dis: «Putain, j'ai quand même l'impression de donner le meilleur de moi-même et personne n'est content, quoi». Et ça, émotionnellement, ça peut être très ouais, dur, et c'est un des rares moments où je me suis dit: «En fait, je vais pas y arriver, quoi». Alors je vais pas y arriver, c'est trop dur, je suis pas fait pour ça, manager et cetera. Et typiquement, ce que tu disais sur, la routine, le fait, aussi d'avoir des moments à toi où tu te renforces, que ce soit dans le sport. Bon, si vous avez écouté mon solocast sur effectivement l'éco-trail où je raconte, comment est-ce ouais. qu'on gère les 80 kilomètres et l'acceptation de la douleur et cetera. Effectivement, c'est des choses qui, quand tu es dans les moments les plus durs de ton aventure entrepreneuriale, vont beaucoup t'aider, t'aider à trouver les ressources, la solution et pas être préparé mentalement. Enfin, on devait faire un ice bath ce matin. Bon, le fait est qu'on l'a pas fait, mais on en parlait hier soir et on disait: «Non, mais en vrai, rien que sur ces single trucs, on sait très bien que l'ice bath, à 2 degrés, si tu te prépares pas un minimum mentalement au truc, de toute façon, tu y vas pas, quoi». On va aller le faire, On on va va aller aller le le faire, faire, on va aller soit on le le fera faire. demain, soit, quand on reviendra faire les prochains épisodes. Mais Heu, tu vois, en fait, je rejoins complètement ce que tu dis, mais il y a quand même en tout cas, moi, je l'ai touché, c'est que j'avais ce sentiment, avant de vivre ça, mmh, d'être vraiment, pour le coup, insubmersible. Je me ouais. disais que tu vois, rien ne pourrait m'arrêter, rien ne pourrait me toucher, que Pour, j'arriverais toujours à surmonter tout, pour l'ice bath? que ce soit pour l'espace ou pour tout. Et en fait, bah, la vie et ces expériences-là te montrent que tu as quand même certaines limites Mmh, et qu'il y a des choses, et donc il faut quand même arriver connaître ses limites. à être suffisamment humble, à connaître ses limites et à se dire qu'il faut se protéger dans ces Oui, cas-là et il faut pas se tuer, ouais, je soi-même suis d'accord, et
C'est ce que me disait Lucie. Lucie, Ouais. elle me le disait beaucoup. Thomas, tu as une capacité à intérioriser la douleur qui est peut-être plus élevée que la moyenne. Par contre, le problème avec toi, c'est que tu décharges pas assez et que quand ça explose, quoi. Mm. Et ça, je pense qu'être hyper tolérant effectivement avec ça en disant: «OK, s'écouter, se dire: "Ouais, là, je commence à rentrer dans une ligne rouge, ça va pas le faire, c'est pas sain, je risque Mm. d'exploser"» et accepter que t'es pas insubmersible pour le coup. Heu, Je me casse. non, mais l'accepter, ne pas dire que tu breaks, mais connaître, justement, que le Titanic, tu as 4 compartiments étanches qui est censé te rendre insubmersible et quand le cinquième il est coulé, tu coules quand même Tu alors que coules tu es quand censé même. être, insubmersible. Connaître tes compartiments étanches et savoir que quand il y en a un de trop qui est coulé, c'est clairement la clé justement de l'insubmersibilité, quoi. Et ça, c'est très dur Et et tu penses que tu connais ton quatrième compartiment ou alors, pas? non, j'aurais pas la prétention de dire que je connais, les 5 qui totalement me feraient couler, mais par contre, le fait que Lucie soit partie en fait, Lucie, c'était un peu l'airbag par défaut Mmh. qui est, on se connaissait très, très Ouais. bien et donc du coup, c'était elle qui venait me voir en mode: «Thomas, arrête, je sais que là, tu es dans la zone rouge, arrête de faire genre tu es pas dedans, viens, on parle et tu me dis ce que tu ressens et on débloque les sujets, quoi». Et du coup, bah, quand Lucie est partie, typiquement, je suis rentré en méga zone rouge parce qu'elle était plus là, donc j'avais plus, tu sais, ce sas de Ouais. décompression et cetera. Donc j'ai appris par moi-même à le faire moi-même. Donc là, tu deviens un peu schizo en mode: «Attends, pose-toi, prends le temps, essaie de faire un exercice de pensée où tu te regardes à la troisième personne, tu réfléchis: "Attends, pourquoi je suis stressé? C'est quoi les facteurs de stress?" et cetera». Alors c'est très, très dur, mais du coup, j'apprends à faire ça. Le temps de retrouver Ouais. un potentiel cofondateur ou d'autres personnes qui sont avec moi dans le business. Donc je te dirais pas que je les connais. Par contre, j'ai pris conscience qu'il fallait que je le fasse et dès que je sens que je suis en zone rouge, je me vois pas la face, j'attends pas que quelqu'un le Et fasse pour moi, je prends le temps. Alors après, ça prend le temps qu'il faut. Bon, bah, j'ai pas encore craché la boîte, c'est je suis dur. pas encore en burn-out, j'ai bouclé les 80 kilomètres de l'EcoTrail et donc No comment. je pense que ça va, j'arrive à les maîtriser. Mais ça se trouve dans un mois, je vais te dire que j'arrête ou j'en sais rien, ou je change totalement. Donc il faut être assez humble là-dessus. Il faut surtout apprendre à s'écouter, quoi. Enfin, pour le coup, là, je renvoie au bouquin là encore une fois de Simon Sinek sur, Infinite Game. Ouais, Entreprendre, c'est un infinite game, ouais. ça, c'est un conseil à Mmh. avoir, mais quand tu te lances, je pense que tu as pas conscience que tu es en infinite game et parfois tu penses que tout est urgent, qu'il faut le faire le plus vite possible, il faut se mettre dans la zone rouge. C'est toutes les conneries de lève-toi à 5 heures du mat, fais tes méditations de machin, ton sport, work your ass off et cetera. OK, non mais c'est vrai, c'est une bonne mentalité. Mais le fait est que tu as quand même le time, quoi et que, il vaut mieux faire, 10 heures par jour ou 8 heures par jour, qui vont te permettre d'en faire 40 ans que 16 heures par jour et qui en font 2, quoi. Et ce qui est difficile aussi, et ça, c'est des erreurs qui peuvent te tuer, alors pour le coup, qui a failli me tuer moi, c'est, la petite voix que tu as tous les jours, et qui te dit: «Tu peux faire plus» ou «C'est Ouais, jamais ouais, fini». ouais, ouais, ouais. Tu vois, en mode ou le sentiment de culpabilité ou quand tu fermes ton ordi à 19:00-20:00, où tu te dis: «Ah, attends, enfin, il faudrait que je fasse ça, je pourrais faire ça, j'ai pas appris ça, Ouais. vas-y, je fais 2 heures de plus» et en fait, ça marche un temps, Mmh. puis après ça compense, mais la mauvaise manière, quoi et ça t'explose et la petite voix, elle est terrible, elle est vraiment terrible. Mais Je sais pas comment toi tu le vis, mais ouais, non, non, c'est pareil. En fait, peut-être une des choses que j'ai pas encore testées, mais que j'ai envie de tester, j'ai lu récemment, beaucoup de documentation de Jason Fried, c'est 37 Signals, donc c'est le mec qui a créé Basecamp. Je crois que c'est un OK, outil que tu ouais, utilises. on utilise, ouais. Et donc lui, ils ont vraiment cette notion de cadence dans la boîte. Donc typiquement, je prends un exemple, pour leur roadmap produit. Ils ont ce côté de 6 semaines de sprint où, OK, tu travailles pendant 6 semaines. Tu as 2 semaines de cool down, cool down. donc où tu vas travailler sur des choses et après tu repars sur des logiques de sprint, en fait. Ouais. Et donc bien se mettre ces périodes de break entre les 2. Je pense que la façon dont tu structures la cadence de ta boîte, c'est vraiment très important de mettre en place ces moments de respiration. C'est vrai que toi, moi, enfin, en tout cas moi, clairement, j'avais cette tendance à vouloir enchaîner les sprints, Sans les sas de décompression. sans sas de décompression et pour le coup, bah, c'est une des erreurs qu'il faut que j'arrive à mieux Ça, mettre en place la prochaine fois. il faut trouver son rythme.
C'était David Goggins qui parlait de ça. Il était chez Andrew Huberman, là, qui est un super podcast que tu aimes beaucoup et que j'invite tout le monde à écouter, qui est professeur de neurobiologie à Stanford. Il avait invité David Goggins et Andrew Huberman lui demandait bon, David Goggins, gros taré, qui passe sa journée à courir et à se mettre dans le mal. Et Andrew Huberman disait, mais en fait, tu prends jamais de vacances, etc. Tu t'arrêtes jamais, tous les jours tu cours, tous les jours tu fais tes 2 heures, etc. Tu ne prends jamais de sas de décompression. Et David Goggins disait, si, j'en prends. C'est ce que j'appelle des mental aids, AID. Mais le truc, c'est que je sais que c'est nécessaire. Par contre, moi, j'ai compris qu'il me suffisait de 2 ou 3 heures de mental aid par jour, mais que j'avais pas besoin de passer 2 semaines de vacances, etc. Et je pense qu'il faut savoir, effectivement, que tu as besoin de sas de décompression. Après, à toi de savoir, ça veut dire quoi, sas de décompression. Parce qu'il y a tous les trucs, c'est work-life balance, être capable de couper le week-end, être capable de prendre 2 semaines l'été, etc. Pour moi, tout ça, c'est du bullshit. C'est à toi de savoir ce qui marche pour toi, quoi. Tu as des gens, ils n'ont pas besoin de vacances. Et le pire, c'est de caler un modèle que tu as entendu chez un influenceur TikTok, bidule truc, machin chouette, et que tu penses que c'est non, mais tu vois, que c'est une règle gravée dans le marbre. Alors, le matin, tu fais ta méditation, tu fais ta douche froide, tu prends tes 2 semaines de retraite où tu vas faire de la rando, mais en fait, tu ne fais que impliquer un modèle qui n'a absolument rien à voir avec toi, quoi. Il y a pas de. Et qu'aller boire la bière le soir, en fait, c'est ce qu'il faut, tu vois. Chacun doit trouver la bonne, le bon réglage. Moi, je sais que j'ai quand même un indicateur qui me donne une bonne façon de voir ça. C'est j'ai une famille, j'ai des enfants. C'est absolument clé pour moi d'être présent dans ces moments-là et d'être avec eux. Et en fait, les moments où j'arrive plus à faire ça, j'arrive plus à être présent parce que je suis trop préoccupé par. Là, c'est clairement red flag et ça veut dire qu'il y a un besoin de changer quelque chose et que je suis dans la zone rouge. Donc, c'est le truc que tu as trouvé toi pour te dire je reste insubmersible tant que j'ai le moment là, avec. Je peux plus. Et d'ailleurs, c'est aussi, ça fait partie de mes valeurs. Tu vois, c'est des choses, j'ai pas envie de transiger, j'ai pas envie de me retourner dans 10 ans et de me dire putain, j'ai raté ces moments-là. Toi, c'est accompagner Loulou au foot. Exactement. Le dimanche, quoi. Pour faire un petit clin d'œil à notre frère aîné, qui un jour viendra, où il l'avait mis on avait fait un livre d'or pour les parents. Il va rigoler, mais il va rigoler. Et notre père qui était entrepreneur avait peut-être pas parfois justement cette conscience-là. Et ce que Ed avait mis dans le livre d'or, il dit je me souviens de papa allant me chercher ma compagnon au foot le samedi matin, alors que papa malheureusement ne prenait jamais le temps. Donc je pense que tes gosses te remercieront de ça. Du coup, c'est marrant que tu dis ça parce que toi, tu as la présence d'esprit de le faire. Et bon, papa, t'es au top. Je dis pas que j'essaie de le faire. Mais ça me fait voir, voilà, petite. Private joke familial. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que kill yourself et peut-être en mot de la fin, c'est des aventures qui sont fabuleuses. Ça t'aide à ça te fait passer par des moments qui sont de façon générale exceptionnelle et de te développer et tout. Mais un énorme remerciement à tous les gens qui sont autour de nous et qui nous supportent dans ces moments-là. Moi, je pense très particulièrement à ma famille. C'est exceptionnel de savoir que tu as ce socle-là. Et évidemment, sans ce socle-là, tout ça n'est vraiment possible, quoi. Je suis totalement aligné avec ça. Alors, bon, moi, j'ai pas encore femme et enfant, mais quelque part, on a quand même la famille et on a ce podcast d'ailleurs. Et c'est vrai que je pense c'est la clé. Vraiment, si on devait résumer la 100e manière de ne pas planter sa boîte, et en fait, c'est peut-être la plus importante, c'est une aventure qui est faite pour être partagée, d'entreprendre, et que en fait, sans ça, je pense que déjà, tout est globalement vide de sens, et 2, c'est ce qui va, pour le coup, te rendre insubmersible le plus long. Et pour clôturer sur cette partie-là, c'est que moi, j'aime bien regarder des vidéos sur YouTube de gens qui ont 80 balais, 90 balais, c'est un peu le truc influence, et où les gars lui posent la question « Et qu'est-ce que vous regrettez ?» etc. Ou « Quel conseil vous donneriez à votre self de 20 ans ?» Et vraiment, mais le truc qui revient tout le temps, c'est friends and family, belongings. Et donc, je pense que ça reste quand même la clé de tout. Et ça, c'est une certitude. C'est tu ne peux rester insubmersible et ne pas couler ta boîte ou avoir la force de continuer dans les moments les plus durs, justement, que si tu as préservé ce socle, les amis, la famille, les enfants, etc. Et que dans les moments les plus durs, en fait, c'est juste à force, quoi. Et ça, c'est évident.
Donc, Belle conclusion. belle conclusion et je me l'applique tous les jours à moi-même qui parfois tu dis non à des trucs et en fait il faut juste se forcer à dire non mais il faut aller prendre le temps avec les potes, avec la famille, aller à ce truc, prendre le temps de s'occuper de ses enfants, etc. Et ça je pense que ce sera la conclusion de ce premier podcast en famille d'ailleurs, enfin cette première série d'épisodes. Ouais. Prenez soin des proches et c'est le plus important quelque part. Trop cool, frérot. Merci c'était top pour cette initiative. Insubmersible en famille. J'espère que ça sera exactement le début d'une belle série. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si ça vous a plu. Si on devait le refaire, qu'est-ce qu'on devrait changer? On attend vos feedbacks. Quels sont les prochains thèmes que vous aimeriez nous voir traiter? Bon, on est à 6000 km de distance à la base, alors on n'aura peut-être pas toujours ce setup-là. Mais la magie de Zoom et compagnie fait qu'on pourra aussi le faire à distance. On compte bien le faire. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos idées en commentaire. Si ça vous a plu, tant mieux. Et en tout cas, moi, j'ai pris vachement de plaisir à t'avoir aujourd'hui, frérot. Et j'ai envie d'en faire d'autres. Whatever. Allez, à bientôt. À très vite. Ciao.